Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en matinale ce matin avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Martin. Ravi de t'accueillir au chalet, ça faisait un petit moment que j'avais envie de t'accueillir et ça y est. Enfin, oui. On a réussi à t'attirer jusque nous. Le pire, c'est qu'on n'est pas loin, mais on n'avait jamais trouvé l'occasion. Pas si loin, bah oui. C'est pas si simple en fait de trouver des occasions, de trouver des occasions, je veux dire deux fois la même chose, mais en fait j'avais l'impression qu'il y avait un truc à rajouter. On se retrouve en live pour vous présenter les jeux Ravensburger. On a un tas de jeux là juste derrière nous, c'est la folie. Plein de jeux à vous présenter sur ce qui va sortir en 2025. C'est tout du 2025 là ? C'est tout du 2025 et on a un petit fort enchanté qui est de fin 2024 qui s'est rajouté ici. On va parler dans le micro pour la suite parce que oui, forcément on se retourne, on parle derrière, mais vous allez nous entendre pour la suite de l'émission. Il y a plein de choses à vous présenter, mais on a tellement envie de se retourner vers tous ces jeux. C'est le plaisir de pouvoir partager ensemble dans cette émission, dans cette matinale. C'est la reprise après la grande semaine des Sabliers d'Or. On s'est fait 2 petits jours de pause avec Aline, on en avait bien besoin. Je t'avoue qu'on en a encore besoin un peu là. Je sens que je reprends, mais la machine n'est pas facile à redémarrer. Heureusement qu'on a le plaisir de passer déjà cette matinale de rentrée avec toi et puis de pouvoir parler jeux, parce que là, aussitôt, même quand tu es un peu fatigué, tu te dis non mais j'aime tellement les jeux, ça me fait tellement plaisir de pouvoir découvrir ce à quoi nous allons jouer dans les prochaines émissions que l'envie revient dès le lancement de l'émission très très vite. On va bien s'amuser ensemble ce matin. On va faire un petit point sur les Sabliers d'Or. Je regarde mon tableau des votes, les Sabliers d'Or auxquels vous pouvez toujours participer. On va commencer par ça. Vous avez toujours la possibilité de vous connecter sur nos différentes chaînes. Je vais faire très rapidement en introduction de cette émission et on passe directement ensuite à l'actualité Ravensburger. Si vous vous connectez sur notre chaîne principale, la chaîne Un Monde de Jeux, sur YouTube, vous allez pouvoir voter pour les différents jeux qui ont été présentés pendant cet événement majeur dans lequel vous avez découvert une douzaine de nouveaux jeux qui vont arriver assez rapidement pour certains et puis pour beaucoup ce sera l'automne, les jeux qui sont sélectionnés. Vous participez en votant soit pour l'équipe des Scorpions, soit pour l'équipe des Chameaux, soit pour l'équipe des Gerbilles. Il va y avoir l'occasion donc de défendre ces 3 équipes-là. Il y aura un tirage au sort avec parmi tous les participants, donc il y a un intérêt à le faire, la possibilité de gagner la boîte de SETI avec tout l'équipement nécessaire, c'est juste là encore, on ne l'a pas encore envoyé, on attend vendredi. L'équipement pour pouvoir ranger la boîte, j'ai jamais eu ça moi, tu sais, les rangements... moi je les prends jamais, mais à chaque fois que j'ai un copain qui en a un, ça donne envie, ça donne envie. À l'intérieur c'est Insert 3D qui fait ça, vous avez des rangements en bois pour pouvoir stocker votre matériel pour que ça soit bien rangé, ça va, c'est du bois, il n'y a pas de problème, c'est écologique, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc on aura un tirage au sort, le vainqueur gagnera SETI et son système de rangement. On enchaîne directement avec une présentation de notre invité, Jean-Baptiste. On a l'occasion de te voir assez régulièrement sur les festivals et même en dehors, dans les réunions, parfois pour communiquer tout simplement sur Ravensburger, parce que tu travailles pour Ravensburger depuis un petit moment maintenant. Ah, ça va faire 12 ans si je dis pas de bêtises. J'ai commencé en 2013, mine de rien. Ça fait un petit bout. J'ai commencé en tant que chef de projet, donc sur les jeux de société. Il y avait personne qui faisait ça en France à l'époque. Et là, actuellement, je suis du coup chef de produit et responsable éditorial. Donc toute une partie de mon boulot, c'est regarder les développements en coopération avec les chefs de projet. Donc on commence très tôt avec les sections de prototypes, le sourcing, etc. Qu'on présente du coup en interne, à l'international, parce qu'on est un éditeur qui prenons des décisions à 3 têtes avec l'Allemagne et les États-Unis. Ça c'est un petit peu inhabituel, j'ai envie de dire, dans le métier. Oui, parce qu'on connaît tous très très bien Ravensburger. C'est quand on parle jeux de société, on a des boîtes qui viennent d'arriver, parfois qui sont relativement jeunes, qui sont installées, mais on a l'impression qu'elles sont là depuis longtemps. Et en fait, c'est toujours des petites histoires. Ravensburger, tu as la date de lancement, tu la connais? C'est compliqué, hein, là par contre, je te fais une vraie colle. Alors oui, tu me fais une vraie colle. On va chercher, je vais chercher sur Internet. 1880, quelque chose comme ça. Si on tape Ravensburger, il faudra trouver le truc Wikipédia. 1883, j'étais pas mal. 1883, vous vous rendez compte un petit peu de l'ancienneté de Ravensburger, puis même dans les jeux de société. Parce que là, on parle de puzzle ou de la création de la boîte qui faisait pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Mais dans le jeu de société, Ravensburger, c'est aussi, quand on était gamin, on avait des jeux Ravensburger, des jeux de société, notamment pour enfants, qui s'étaient créés. Elle fut créée en 1883 par le libraire Otto Mayer. Oui.
qui, après avoir signé un premier contrat avec un auteur, commence à publier des livres dans un premier temps. Premier jeu distribué par l'entreprise sort l'année suivante, il s'agit de Tour du Monde. On fait un peu l'historique en lisant le Wikipédia tout simplement, mais c'est une longue histoire Ravensburger. Et fun fact, la famille Mayer est toujours la famille qui appartient à Ravensburger. C'est une grande famille allemande et du coup on n'a pas du tout la même logique que certains gros éditeurs qui sont sous le marché boursier et qui sont un peu dépossédés en fait de leur direction en fait. On a vraiment un management familial très très marqué et dans l'esprit d'entreprise et financièrement. Ouais, je lis le Wikipédia pendant cela, j'aurais pu le faire avant l'émission, mais j'ai pas pensé. Ravensburger rachète les jeux Nathan en 1998, dis donc. Ah ouais. Je savais pas ça, tu vois, j'apprends des trucs. Alors maintenant, on n'a plus Nathan dans le groupe, on collabore avec eux sur la partie puzzle. Mais à l'époque, oui, Nathan et Ravensburger étaient fusionnés. En 2015, Ravensburger rachète les jeux Brio. J'adore les jeux Brio, j'en ai acheté plein à mes enfants avant le rachat. Je savais pas ça, c'est toujours dans votre... Ouais, ça continue. On a toute les une petites gamme. voitures, les trains là en bois. Et ça s'agrandit. On a du coup, on a toute une partie maintenant avec des dinosaures, avec plein de trucs sur les playsets. Et l'année prochaine, on lance du coup Flora, qui va être une nouvelle gamme de playsets dans un univers avec des fleurs, des fées, plein de trucs et tout qui sont super sympas. Brio, c'est vraiment une grosse machine, c'est très très large. Et il y a cette composante bois qui est hyper marquée, c'est suédois si je dis pas de bêtises. T'aurais dû ramener. Ça n'a aucun rapport. Alors ceci dit, quand on a présenté des jouets qui n'avaient pas de rapport spécialement avec le jeu, mais qui parlent à notre âme de joueur, parce qu'on est des joueurs quand même, faut peut-être pas oublier ça, dans les émissions, ça a super marché. Vous êtes aussi friands en général d'autres choses que le jeu de société classique tel qu'on le connaît. On a l'impression qu'on est tous des pousseurs de cubes en bois et qu'on va parler que des jeux aléas. Pas du tout. Le monde du jeu a incroyablement changé et on s'attarde de plus en plus à d'autres types de jeux. Il n'y a pas que les Brio d'ailleurs. Il y a une période où vous faisiez tous ces circuits à billes. Gravitrax, bien sûr. Gravitrax, ça continue. Mais tu sais ce qu'on devrait faire, comme je suis pas loin, une fois je devrais revenir avec plein de gammes, parce que Ravensburger c'est énormément de choses. Il y a Gravitrax du coup qui sont ces circuits de billes qui s'agrandissent chaque année avec des nouveaux systèmes, avec des nouvelles manières de monter. On a aussi Tiptoy qui est une super gamme avec un stylo parlant que tu peux arriver à poser sur les livres et en fait c'est ludo-éducatif, c'est super agréable. J'adorerais ça moi. Faire une émission spéciale où on change un petit peu de sujet. C'est vrai qu'on parle tout le temps de jeux de société mais on adore ça, mais en même temps cette curiosité pour d'autres domaines et puis c'est aussi alors j'ai eu la chance d'aller dans les locaux de Ravensburger. Tu m'as invité je sais plus il y a pas très très longtemps, un mois et demi, je sais plus, quelque chose comme avant ça, Cannes. J'ai eu la chance de faire un petit tour là-bas. Je m'attendais à rien, en vrai dire. Je me suis dit, ça doit être un local incroyable en Allemagne et en France, c'est sans doute plus petit parce que je connais que toi. En fait, chez Ravensburger, un petit peu plus. Maintenant qu'il y a l'Orcana, on voit quelques autres têtes. Mais je te connais surtout toi. Et en fait, c'est immense en France aussi. Je suis que la partie immergée de l'iceberg. C'est un local incroyable. Tu as passé un certain temps à me faire visiter tout le local déjà. On n'est pas allé au studio en bas, on n'est pas allé aux archives en bas parce qu'on a aussi plein d'archives avec plein de vieux jeux. On a encore du Roi Arthur, où on a des jeux des années 90. Et non, c'est assez relativement grand. Et on va déménager pour des locaux plus grands. Ah, c'est vrai. C'est en cours, TBC. En restant sur Mulhouse. En restant sur Mulhouse, c'est pas trop loin. C'est vrai que tu es un des plus, je sais pas, mais en réfléchissant bien, quels sont les éditeurs plus proches que toi? Je crois pas qu'il y en ait en fait. Par rapport au Chalet, tu es vraiment l'éditeur local. Ça fait quand même 1h30 de route, je pense, pour quelque chose comme ça. Et puis juste à côté, tu as Offline Edition. Donc les collègues alsaciens aussi, qui sont juste à 10 minutes, je crois même pas. C'est des éditeurs locaux, on est content aussi de vous les présenter. Et donc on va parler des jeux. Ça fait une 12aine d'années que tu es là-bas. Et alors ton métier en particulier, au départ, c'était pas forcément de travailler sur le développement des jeux, mais il s'est enrichi avec le temps. Non, à la base c'était de travailler sur le développement du jeu et maintenant c'est rajouter la partie chef de produit qui est là plus la mise en marché des jeux. Donc c'est vraiment deux métiers qui sont différents. Donc toute la partie responsable éditoriale ça arrive en amont quand tu fais passer le jeu du stade d'idée au stade jeu, produit quoi. Et après tu as toute la partie chef de produit où là déjà tu gères la gamme et tu prépares en fait le terrain pour l'équipe commerciale. Tu interagis avec l'équipe de communication pour faire tout ce qui est les plans de lancement et tout, etc. Donc je fais à fois l'avant et l'après.
Il y a les deux aspects. On nous dit sur le chat que, alors, est-ce que tu as ce genre d'infos, je suis pas sûr, mais que les puzzles en carton seraient fabriqués à Chalon-sur-Saône. Non, c'est toujours pas ça. Non. C'est pas ça. Non, alors c'est une info que j'ai jamais entendue, donc je ne sais pas d'où elle vient. Les puzzles en carton sont fabriqués à Ravensbourg, directement, par Ravensburger. Ouais. Ça vient de Ravensbourg, comme les hamburgers viennent d'Hambourg. Brenda nous dit Dijon est moins loin. Je suis pas sûr que Dijon soit moins loin que Mulhouse. Franchement, ça se calcule, hein, mais Dijon, c'est quasiment 2 heures de route pour y aller. Donc, entre Mulhouse et Dijon, on est entre les deux. Ouais. Et Yellow Blue Orange, je pense que c'est un peu plus loin quand même. Parce que là, on est vraiment à 2 heures, Yellow Blue Orange, c'est plus du 3 heures. Et puis alors, c'est de la petite route, surtout pour y aller. Donc là, en termes de temps de trajet, c'est plus long, ça c'est sûr à 100%. Ah, bah voilà, le match est lancé. Est-ce qu'on est plus proche de Dijon ou de Mulhouse ? On va faire un GeoGuessr, mais façon édition. D'après Google, Martin a 25 ans. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? D'où j'ai 25 ans ? Je veux bien, hein, je voudrais bien, mais je. Et 14 selon ChatGPT. On a Armiquan qui est sur le chat, qui te ressemble un peu, je trouve, des fois. Vous devriez faire une émission à 2 pour comparer. Ah bon les incroyable. Et du coup, oui, les puzzles sont à Ravensbourg, et en fait, Ravensbourg, c'est énorme. Enfin, c'est incroyable. Moi, je voudrais faire ça aussi. Là, c'est l'autre truc qu'il faut qu'on fasse. Mais j'ai plein d'envie ce matin, c'est fou, ça y est. Là, je suis redémarré à 100%. Je dormais encore il y a 1 heure, mais là, maintenant, j'ai envie de faire un tour là-bas parce que je sais pas si vous faites des visites. On fait pas de visite, mais on peut organiser une visite. Je l'ai jamais fait. C'est vrai ? Ouais, j'avais très envie de le faire. On en a parlé avec plusieurs confrères à une époque. Et en fait, on l'a jamais fait. C'est à 3h30 de Mulhouse à peu près en voiture. Donc chez toi, ça fait quand même plus de 5 heures. Et mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a énormément de choses à voir. L'usine, elle est immense. Il y a énormément de stockage, etc. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ils ont une usine là-bas qui font tous les puzzles. Et on a encore une autre usine qui est en République tchèque, qui sont nos usines. Ah, là, on n'ira peut-être pas. Là, ça fait. Non, ça fait plus loin. Mais moi, je suis jamais allé non plus. Ouais. Et en fait, c'est là-bas où sont produits les jeux de société, Gravitrax, un certain nombre de produits. Et après, on a 6 entrepôts qui sont dans l'ensemble de l'Allemagne où on met du coup tout le stock pour tout ça. Donc c'est très très grand, c'est une très grande organisation, mais il faut imaginer que comme on fait pas que du jeu de société, forcément il y a beaucoup de choses à coordonner en fait. Et moi je serais assez chaud. Alors faut trouver à quel moment de l'année, comment organiser ça. Dijon 1h50, Mulhouse 2h09. Ouais. C'est vrai qu'on est pile entre les deux. Et oui, le lac de Constance, c'est juste à côté de Ravensbourg. Il y a des super trucs à faire au lac de Constance. C'est très très sympa pour y passer quelques jours. C'est un truc qu'on pourrait faire avec Big Mich qui est sur le chat éventuellement. Alors on va voir, on va caler ça en termes de réflexion et de financement, mais c'est qu'il est réalisateur, tu vois, et il fait pas mal de reportages en plus. Donc ce genre de démarche, tu sais, venir à plusieurs, filmer, créer un petit reportage sur comment sont construits vos jeux Ravensburger que vous allez acheter par la suite. On est curieux déjà, culturellement, c'est de la culture en fait. Les endroits, les gens, les lieux, c'est de la culture aussi. Ça nous permet aussi de comprendre que sont les entreprises que l'on soutient par nos achats. C'est des choses qu'on pourrait faire. On va y réfléchir, je vous promets rien, mais c'est des choses qu'on aimerait bien faire. Voilà pour l'histoire de Ravensburger. On a fait court quand même sur l'histoire, mais ton histoire personnelle aussi nous intéresse pas mal. Donc ça fait 12 ans, j'imagine que tu es bien chez Ravensburger et tu participes aussi à la création des jeux. Il y a certains jeux que tu as sortis où tu m'as dit ça j'ai pas mal travaillé dessus. Oui, il y en a pas mal sur lesquels je me suis donné un peu corps et âme, qui sont pas forcément celui-là par exemple, est-ce que t'as pas participé aussi au développement ? Alors là j'ai surtout participé au sourcing, c'est parce que c'est Johan Servet qui m'avait montré au Ludopathique sa version de That's Not a Hat qui était plutôt... ça s'est passé au Ludopathique. Ça s'est passé au Ludopathique de Bruno Fedetti. Quand on des fois il se passe des choses. Alors celui-ci est déjà sorti, on va commencer par celui-là si tu veux. On va le prendre et puis on vous le représente si jamais vous l'aviez loupé. That's Not a Hat. Je l'ai pas ouvert. Incognito. Oh, je l'ai pas ouvert. Je n'ai pas d'ongles. Je les ai pas là ici, le mien. Donc du coup, pour la petite histoire, c'était donc Johan Servet qui avait fait un That's Not Bruno au Ludopathique de Bruno Fedetti, où il avait détourné That's Not a Hat avec des mécaniques de jeux de société ou alors des personnalités ludiques. Et il était venu avec cette variante où ce n'était plus du coup des cadeaux qu'on s'offrait, mais les cartes représentaient des critères. Tiens, je te laisse peut-être le faire. Hop, donc. Je sais pas où la caméra de retour, mais j'ai le bras trop court, pardon. Ah bon ? T'as le bras court, toi. Non, j'ai pas le bras long, malgré ce qu'on pense. Et du coup, sur celui-ci, on est où ?
C'est parce que là, je suis en train de faire des réglages en même temps, tu vois. Voilà. Je suis un génie, mais jusqu'à un certain point. C'est la petite caméra-là. Hop, hop, hop. J'aime bien dire que je suis un génie. Mais jusqu'à un certain point quand même. Non, j'ai pas participé, de manière approfondie au développement par rapport à d'autres, mais j'ai beaucoup échangé sur la mécanique avec les Allemands qui vivent pas forcément Zasnota de la même manière que chez nous. Donc une grosse composante de mon métier, c'est de composer avec les différences culturelles qui sont, mine de rien, beaucoup plus importantes qu'on ce qu'on pense ludiquement. J'ai fait, par contre, je suis beaucoup intervenu sur la couve, sur l'esprit du jeu, sur le titre, donc ça il y a eu beaucoup d'apports français sur l'esprit du jeu en général, et les Allemands n'étaient pas du tout partis sur la même idée en fait à la base, donc oui, quelque part ça a participé au développement, mais pas d'un point de vue mécanique comme on a pu le penser. Et l'idée de jouer par contre avec le cône et ça vient de chez nous, pour le coup ça vient de l'équipe française. Les Allemands avaient déjà cette idée de changer les cartes de sens, etc. Mais oui, il y a eu du travail aussi de notre côté. Je fais des réglages, j'essaie de faire des trucs. Pourquoi je suis perdu comme ça? Ah, voilà, ok. Ah, là, t'es bien. Ouais. C'est-à-dire que j'ai 2 caméras en haut et je me suis dit, tiens, on va peut-être utiliser plutôt la deuxième qui est mieux que la première. Et ouais, je découvre des trucs sur mon ordinateur. Hop, est-ce que comme ça marche mieux? Toujours pas. Alors, je réponds à la question de jouer et faire en attendant. Comment ils le jouent comment les Allemands? Les Allemands sur cette version-là, en fait, ils le jouent un petit peu plus sage que nous, parce que leur règle de base, si vous regardez dans la notice, elle n'est pas exactement la même en France qu'en Allemagne. C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du jeu classique, où par contre, tu vas décider quel est en fait le critère quand tu retournes la carte, et tu te fixes à ce critère-là. Et dans la règle française, on a immédiatement dans la règle de base intégré le fait que tu peux changer le critère, et du coup que tu peux jouer avec ça et plus facilement mettre des pièges. Donc par exemple, là, alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, cette version du jeu, pardon, parce que je vais un peu trop vite, dans Zasnota Incognito, contrairement au jeu original, on va pas s'offrir des cadeaux, on va incarner des personnages et on va dire, par exemple, avec cette carte monstre, bonjour, je suis le blob. Ouais. Et puis on va passer la carte monstre dans le sens de la flèche, et la personne en fait qui reçoit la carte doit se souvenir que grosso modo c'est un critère monstre, et elle va dire ah bonjour, je suis un gremlin par exemple. Et dans le jeu allemand, parce que je réponds toujours à la question, les Allemands en fait de base ne changent pas, ils disent c'est le blob, point, on ne change plus. Dans la version française, en fait, directement on autorise à changer de monstre, ce qui permet en fait du coup d'embrouiller les autres, parce que je vais dire n'importe quoi, mais par exemple si tu as quelqu'un qui a une barbe et que tu vas avoir, je n'ai aucune idée, un basketteur, je suis très mauvais en sport, qui a une barbe, tu peux dire pour cette carte-là et pour cette carte-là... Oh, il y en a des basketteurs qui ont des barbes maintenant. Et pour pouvoir être un peu plus agressif, un peu plus embrouiller les gens. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc du coup dans Zasnota Incognito, tu vas avoir ce côté où la culture va beaucoup plus intervenir, parce que quand je te passe quelque chose, si maintenant tu as un personnage, je vais reprendre l'exemple que je prends habituellement qui est beaucoup plus parlant, si tu sais que tu as un artiste autour de la table et tu vas peut-être dire Picasso, s'il y a une moustache tu vas peut-être dire Dali, et s'il y a l'icône d'un personnage qui est mort ça fonctionne, etc. Et puis souvent tu arrives très rapidement à un point Godwin ou alors à des points un petit peu alors il y a cet aspect là qui est rigolo, puis il y a aussi le pari, parce que tu te souviens un peu des thématiques que tu as vues, tu sais plus où elles sont, mais du coup tu cherches des personnalités qui collent à plein de thématiques pour essayer quand même de passer au cas où, même si c'est pas forcément la carte avec sa contrainte qui a été associée. Donc il y a un petit côté un peu plus stratégique d'une certaine manière, c'est ce qui fait aussi que ce jeu-là, ça renouvelle bien, mais ça s'adresse aussi... Vous avez changé l'âge ou pas spécialement? Non. Si, c'est devenu un 12+, maintenant. Ah ouais, 12+. C'est un 12+. Voilà. Donc, alors que le premier était 8+, si je dis pas de bêtises. Voilà pour ce Zasnota. Celui-ci est déjà paru. Ça, oui. C'est une parution de février ou janvier, je ne sais plus. Février, t'as tout bon. Donc il est déjà paru, déjà disponible en boutique. Je vous conseillerais, moi, de prendre plutôt celui-là par rapport au précédent. Nous qui sommes un peu joueurs, si vous regardez cette émission, vous êtes un peu plus joueurs peut-être que le très grand public. Ceci dit, ce genre de jeu, on y joue aussi avec un très grand public. C'est le type de jeu qu'on sort auprès du public qui peut-être a envie de ne pas se casser la tête avec les règles. Et là, on est déjà sur le step au-dessus.
Et les enfants sont très forts en plus là-dessus. Ils arrivent beaucoup plus à mémoriser les positions de tous les éléments. Ce qui est pas forcément le cas des adultes. Ils sont moins forts en célébrité par contre. Ils sont moins forts en célébrité, mais en fait tu vas avoir des trucs type robot, ils trouveront toujours un robot, un moment t'as un truc avec des animaux, ils vont te sortir des animaux, un moment t'as des pattes, ils vont dire pas de patrouille. Et petite nouveauté de cette version aussi, ce sont les cartes qui vont dans tous les sens. Ce qui permet aussi, tu sais, dans la version originale, t'as peut-être des moments où ça tourne toujours dans le même sens, et puis il y a des gens qui se raccrochent à ça. Bah, avec ça, tu peux être encore plus incisif en disant non, c'est cette personne que je vais mettre en difficulté. C'est encore plus de la torture. Cette personne, elle est vraiment en avant, j'ai envie de la mettre en difficulté, je mets cette carte devant elle, et puis hop, tiens, t'avais qu'à pas m'embêter avec autre chose. Alors, on a quelqu'un qui nous dit que le son est pas terrible chez lui et un peu faible chez lui. Nous, on est à la limite de la... C'est peut-être ma faute, hein. Non, pas du tout. Non, on est à la limite, on peut pas monter en fait, sinon on va vous casser les oreilles. Donc en fait, il faut monter le son chez vous. A priori, on a un indicateur, on nous dit on est à la limite du rouge. Donc voilà. Ok. Il est parfait ici. Alors, on a plein d'autres jeux que vous n'avez pas forcément vus. Il y en a certains que vous avez déjà vus. On va passer assez rapidement sur ceux-là. Par exemple, Oh My Pigeons. Celui-ci, vous l'avez déjà vu normalement parce qu'il est déjà sorti. Mais surtout, on a des petits pigeons qui sont disponibles. Vous aviez un truc à Essen. À Cannes, pardon. À Essen, on l'avait aussi. Vous l'aviez aussi à Essen. On l'avait aussi à Essen. Il a été un peu plus discret, mais à Cannes, effectivement, on a vu que ça. On avait une superbe machine à pigeons où vous pouviez gagner des jetons en faisant une partie ou en faisant des postes. Tu pouvais les attraper surtout dans la machine. Et exactement. Ouais. Et après, vous prenez le jeton et poc, avec de la chance, le grappin vous rapportait une petite peluche. On peut régler ça, les grappins. Vous l'aviez réglé dur ou on l'avait réglé plutôt facile. Facile, ouais. Ouais, pour le coup. Et même à un moment c'était trop facile, on s'est dit non, là on n'aura plus de stock dans 2 jours. Donc on l'a renforcé un tout petit peu. Mais oui, non, clairement, sur une machine classique, tu vas gagner une fois tous les 50 fois. Chez nous c'était au début une fois sur 2, voire une fois sur 3. Et puis du coup on a dit non, on n'aura plus de pigeons d'ici 2 jours, on va un petit peu remettre ça. Donc, les gens se le sont arrachés, on a vu du pigeon partout pendant le festival des Jeux de Cannes. Et là, on est aussi dans... Alors, pas tout à fait dans la même catégorie, je pense que c'est encore plus accessible que That's Not a Hat. Ah oui, très clairement. Là, c'est du vrai 8 ans, donc c'est un jeu... Mais grosse boîte, finalement, pour du 8 ans. C'est finalement une boîte qui est quand même volumineuse. C'est parce qu'il y a plein de plus en plus, maintenant, dedans. on a des petites boîtes comme ça, c'est That's Not a Hat, en fait. Hein. Parce qu'il y a des petits pigeons à l'intérieur. Parce qu'il y a des petits pigeons à l'intérieur, il y a des plateaux, il y a du dé, il y a plein d'éléments qui fait que tu peux forcément pas le mettre là-dedans. Ouais. Déjà, ça rentrerait pas et ça serait pas rentable. Vendre des pigeons à perte, c'est pas forcément intéressant. Du coup, l'idée du jeu, en fait, c'est que dans ton jeu, tu vas avoir un petit banc avec des ombres que tu dois remplir de pigeons. Et il faut être la première personne à arriver à faire ça. Pour ce faire, en fait, ça va être extrêmement compliqué parce qu'à ton tour, tu vas avoir 3 cartes en main, tu vas en jouer une et tu vas faire ce qui est marqué dessus. Et ça peut être, tiens, tu prends X pigeons depuis le centre. Mais ça peut être aussi, tu vas voler des pigeons à tes voisins. Oui, il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu. Ou alors, en fait, tous ceux qui ont moins 3 pigeons devant eux en remettent un au centre. Donc en fait, c'est le type de jeu, un peu à la Wasabi, tu sais, dans l'idée où il faut pas trop s'attacher à ce que tu as devant toi, parce que ça va partir très vite. Et tu as aussi un dé qui te permet de faire des effets qu'il y a dans le jeu, mais quand tu arrives sur une phase fiante, tu vas pouvoir prendre le dé, le mettre sur ton plateau et le pitchnetter vers le plateau d'un voisin. Et si jamais il y a les pigeons qui tombent suite à cette pitchnette, et en fait ils reviennent au centre parce qu'ils se sont envolés. Voilà, pour le Oh My Pigeon, très accessible, évidemment. Alors, il y a un petit peu de lecture sur les cartes, c'est pour ça que c'est 8 ans ou plus, mais très rapidement, les enfants et vont avoir l'habitude. Et c'est pas prise de tête, et tu te marres, et tu fais tu crasses à tes copains. Enfin, c'est vraiment le jeu que tu prends entre 2 jeux, histoire de... Et puis cette couve. Non, mais quand même, il faut insister dessus. Regardez-moi cette couve. Je sais pas si on voit les reflets qui brillent. Si on les voit un petit peu là, quand je fais comme ça... Vous voyez que ça fait aussi partie des petits éléments qui font que ce jeu n'est pas le même qu'un autre, qui va trouver aussi son public, parce que là, ça correspond aussi au public. Moi, je t'avoue que c'est pas mon type de jeu, à la base. Oh My Pigeons, je vais pas vous le défendre en vous disant c'est mon jeu préféré de l'année, pas du tout. On n'est pas dans mon domaine, moi je suis plus dans la catégorie Aléa, et on va vous en reparler des jeux Aléa, mais par contre, c'est des jeux qui méritent d'être présentés, parce qu'il y a un public cible pour ce genre de jeu, qui même historiquement sont des clients réguliers de Ravensburger. Vous avez toujours des jeux de ce type-là dans votre En fait, on a une cible qui est vraiment hyper large, parce que comme tu le disais, Ravensburger, pour plein de monde, c'est les jeux de leur enfance. Donc en fait, ça commence très tôt, dès 3 ans, même 2 ans et demi, on a des jeux. Et après, ça s'étale jusqu'à des jeux adultes, voire experts. Et entre les deux, on a toute une galaxie de nuances en termes de format, en termes de difficulté, en termes de public, et on s'adresse vraiment à tout le monde. Donc à moins que tu arrives avec un jeu de figurines d'affrontement ou autre, en général,
général, il y a un peu de tout dans la ligne éditoriale de Ravensburger. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses assez différentes. Moi, j'ai fait le manège des couleurs, c'était Ravensburger, ça ? Moi, ça me dit rien, mais je ne connais pas tous les jeux qu'on a fait. J'en découvre encore assez régulièrement. Il y a des gens qui arrivent en me disant « Ah, moi j'adorais ce jeu quand j'étais petit ». Et je google, je fais « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et tu trouves des choses qui sont assez fortes, assez originales. Le manège des couleurs. Ravensburger, tu vois ? Ah oui, mais ça c'est la gamme des petits jeux, les mini-jeux qu'on appelle ça en France, c'est les Mitbrigenspiel en Allemagne. Et il y en a des centaines. Mais vraiment des centaines. Et ça, je l'ai plus. J'ai cherché sur mon téléphone, je vais chercher plutôt sur Internet pour pouvoir vous le montrer. Et en fait, il y a des... allez les petits poissons, venez de cette gamme-là, on l'a refait en plus grande. Oui, vous avez refait en version plus grande. Ouais, avec un autre matériel qui justifie le fait que ça grandit, et qui est surtout plus haptique pour les enfants. Et en fait, dans cette gamme-là, je pense qu'ils doivent sortir 5 ou 6 refs à l'année. Donc il y a de tout, hein. Il y a vraiment des jeux licences où ils mettent du coup... Là on les a pas tous en français, pas toujours. Ah non, pas toujours. Il y a des versions internationales et puis comme dit, il y a des versions qui sont très typées à une zone, un pays ou autre, mais normalement on en retrouve quand même la plupart. J'en ai sourcé pas mal des jeux comme ça. On avait des petites pépites aussi de jeux que je voudrais bien arriver à localiser un jour. Mais oui, peut-être que je reviendrai avec cette gamme-là. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut aujourd'hui, un jeu comme celui-ci, mais le souvenir que ça génère chez ceux qui ont découvert les jeux étant enfants, il y a dans le graphisme, dans la simplicité, il y a tout un goût de l'enfance qui revient. Ouais. Et alors bon, faut pas idéaliser systématiquement ce qu'on a connu nous plus jeunes. J'ai toujours un peu de recul, tu sais, par rapport aux gens qui imposent à leurs enfants de regarder Goldorak parce qu'ils ont regardé Goldorak quand ils étaient gamins ou qui restent bloqués. Allez, c'est Tom Sawyer maintenant. T'as fini Goldorak, on regarde Tom Sawyer. Allez, maintenant les Chevaliers du Zodiaque. Ouais, c'est bon quoi. Il y a d'autres choses. C'est le fait d'être resté coincé sur son enfance à soi et le fait de vouloir absolument que nos enfants vivent la même, c'est bizarre quand même, je trouve parfois. Il y a quand même eu un pan de culture qui s'est renouvelé. Heureusement que nous, on ne regarde pas Derrick et puis et Colombo. Heureusement qu'on change un peu de culture. Mais, donc, il ne faut pas idéaliser son enfance, mais malgré tout, quand je revois ça, il y a un côté Madeleine de Proust. Quand tu vois le graphisme, les petits éléments, les couleurs, tu te dis « Ah, ça devait être super ». Est-ce que c'était super ? Pas forcément. Je pense que c'est un jeu, comment dire, tu le reprends maintenant, il a certainement une base en fait de gameplay qui est tellement pure qu'il ira tout le monde. C'était du memory. Ça, et là, je regarde parce qu'on parlait de l'historique de Ravensburger tout à l'heure, il y a marqué édition Ravensburger Attelspieler France. Et en fait, c'est un petit patelin en Alsace dans lequel on avait nos sièges il y a 20 ans. Notre siège il y a 20 ans avec tout l'entrepôt Ravensburger qui était là-bas à l'époque, toute la partie bureau. Donc oui, c'est un petit bout d'histoire effectivement. Merci à Gatsby et à Oswald qui ont pris des abonnements il y a 12 minutes. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors peut-être que ces jeux valent moins aujourd'hui ou qui sont moins intéressants et qu'il n'y a pas de raison de vous les conseiller, mais ceci dit, le fait d'avoir ces souvenirs, cette Madeleine de Proust qui revient et ce goût pour le jeu de société qui peut-être est né aussi en partie de ces découvertes quand nous étions gamins, ça a beaucoup d'importance également et c'est ce que vous offrez aussi à vos enfants quand vous leur offrez un jeu de société, quand vous leur laissez jouer, les laissez jouer avec et les découvrir. Vous leur donnez aussi ces futures Madeleine de Proust plus tard, quand ils retrouveront des images et quand ils retrouveront ce goût de l'enfance auquel ils étaient attachés. On va continuer à vous montrer d'autres jeux. Alors je regarde s'il y a d'autres choses qui sont déjà sorties, du Icos. Donc Icos, c'est une série qui continue. Ouais. Le Titanic, il est déjà sorti. Et celui là-bas, il est sorti, celui-ci ? Il sortira en octobre. Le Médaillon. Donc il y a plusieurs qui sortent chaque année. On vous rappelle ce que c'est qu'Icos. C'est cette gamme de jeux. Attends, je rends sa liberté à ce petit pigeon. Vole tes propres ailes ! C'est bon, il s'est envolé. T'as rien cassé cette fois-ci. Icos, c'est le jeu dans lequel vous écoutez une bande-son et vous allez essayer de replacer dans l'ordre. C'est toujours un jeu qui est signé, les différentes séquences, vous les replacez dans l'ordre. Oui. C'est toujours un jeu qui est signé Dave Neal et Matthew Dunstan. Le Titanic, c'est déjà sorti, ça doit être là, c'est combien, 5, 6e boîte ? Non, c'est... Si, la 6e. Si, tu as raison, c'est la 6e. Non, la 7e. Septième. Scanner les cartes pour entendre les indices. Ça marche très bien en plus. Il y a le système de scan qui fonctionne incroyablement bien. Un jeu audio. Ce qui est très pratique en fait, c'est qu'il n'y a pas de QR code. En fait, tu prends, il le reconnaît directement. C'est une technologie dans laquelle on investit pour qu'il reconnaisse les formes. On nous pose des questions sur Eldorado. On vous en reparle d'Eldorado. Je transmettrai les questions dès qu'on a fini de parler d'Icos. Suspense. Le médaillon. Alors le médaillon, c'est évidemment sur la viande. Pas du tout.
Non, pas du tout. Ça va être une petite enquête sur les îles grecques. Il va avoir là aussi un chalutier. Il y a le numéro qui est là, tu sais, on cherchait le numéro, il se marquait là sur le côté, regardez. On le montre en vidéo. Un chalutier, pardon, je t'ai coupé. Il va avoir un mystère qui s'est passé sur un chalutier et du coup une femme qui va voir plonger dans son passé pour savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un peu difficile toujours d'en parler sans trop spoiler, mais l'ambiance c'est un peu plus île grecque, équipage en train de pêcher, etc. Et avec fond de drame familial et des choses comme ça. Voilà, on a Big Mitch sur le chat qui nous dit Echo, je les ai tous, je viens de prendre le Titanic, pardon. Merci beaucoup Big Mitch. Et l'Appendixite qui nous disent Echoes, pour moi c'est un bonbon ludique, je les attends impatiemment à chaque fois. Il est fort ce Matthew Johnson, il a des classiques dans chaque catégorie de jeu. Il a du roll and ride, du jeu d'enquête. C'est un caméléon du game design. C'est fou, hein. Ouais, ça c'est fou. Tellement de choses différentes qu'il a fait entre Elysium, c'était lui aussi. Si t'as Elysium d'un côté, Bubble Stories de l'autre. Ouais. Et Echoes au milieu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, la gamme continue, on va pas s'attarder parce qu'on a tellement de choses à parler. On nous a posé la question, alors on n'a pas d'Eldorado là derrière nous tout de suite parce qu'il n'y a rien à annoncer là tout de suite. Ceci dit, c'est ce grand classique, c'est Rainer Knizia, hein, c'est Eldorado. C'est Rainer Knizia, oui, donc Eldorado, ce jeu de course deck building qui avait été du coup nominé au Spiel 2017 si je ne dis pas de bêtises. Et sur la question des extensions, c'est en discussion, donc je peux pas vous en dire plus. D'autres informations, mais j'adore aussi Eldorado. Hein, je vous comptez sur moi, je vais harceler JB pour qu'on ait du Eldorado. Il est toujours disponible, on peut l'acheter, il est toujours disponible. Avec la version illustrée par Vincent Dutray. Donc c'est l'actuelle, qui marche mieux que la toute première qui était parue. La toute première, elle était parue déjà un petit peu trop tard en français, parce qu'elle était vraiment sortie quelque chose comme en mars en Allemagne, et puis du coup nous, comme c'était pas forcément prioritaire, on s'est dit on va le décaler à l'année d'après en France, et en fin de compte il a été nommé, donc ça a tout de suite créé un engouement, et ça fait partie de ce type de jeux qui sont des bons jeux, mais qui ont des histoires malheureuses, parce que il est sorti un peu trop tard par rapport au buzz, et puis il y a eu un vrai bouche à oreille de spécialistes, mais c'est vrai que le buzz grand public on l'a peut-être pas eu sur ce jeu-là. Ah non, absolument pas, il n'a pas eu de buzz grand public, et ça reste quand même encore relativement confidentiel, Eldorado, et puis surtout il était sorti avec une couve qui était absolument pas adaptée, quoi. Oui, mais aujourd'hui la couve est chouette, le jeu est très très chouette, faudrait relancer un buzz dessus. Je te propose qu'on fasse un voyage en Amérique du Sud, et puis voilà, c'est tout simple, relancer un buzz tous ensemble, avec tous les gens qui veulent l'acheter. Pareil, une bonne solution. J'attends vraiment aussi ces extensions, il faut que le jeu continue à vivre, parce que comme c'est un deck building dans lequel il y a quelques cartes à l'intérieur, tu as aussi envie de relancer les choses, on lance une partie, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Eldorado en plus, très envie de jouer. Et en plus les extensions sont très bien, elles apportent vraiment quelque chose. Donc, alors arrête, tu me crées des envies. Je sais, mais je vais les acheter en allemand. Aussi, parce que moi je l'avais acheté en allemand, Eldorado, quand il était sorti. J'avais le jeu allemand et on avait des cartes qu'on traduisait. Après ça se comprend, on s'entend. Ça se comprend, ouais. C'est pas... Alors, autant l'anglais ça me pose pas de problème, l'allemand j'avoue que j'ai une petite limite quand même, des fois, pour le sortir en grand public. T'as l'impression que quand tu lis les cartes que t'insultes les joueurs autour de la table, c'est pas une caricature de l'allemand du tout, c'est simplement qu'ils comprennent pas un mot de ce qu'on raconte, c'est du charabia. C'est surtout ça. Alors que l'allemand, en fait, ça peut être une langue qui est vraiment très douce, en fait. Quand on la connaît, quand on choisit les bons mots et les bonnes personnes. Oh là là, moi j'ai beaucoup dragué en allemand. Absolument pas. De quoi on parle ? Alors, on a Mycelia que les gens connaissent et je vois une extension. Alors, c'est pas pour tout de suite celle-ci. Alors, celle-ci, si je dis pas de bêtises, pardon, je vais la mettre ici, voilà. Celle-ci, c'est pour fin août. Fin août, si, ça va venir assez vite. Ouais, et si j'ai du stock un peu plus tôt, peut-être que j'essaierai de la sortir fin juin. Wow, on n'y a pas encore joué là. Non. Mycelia, c'est l'un de vos gros succès de l'année dernière, c'est vrai, l'année d'avant même, je crois. L'année d'avant. Ça a très très bien fonctionné. Ça continue à fonctionner et on continue à le pousser en salon et on a toujours plein de gens en fait qui le connaissent pas, c'est assez dingue et qui le découvrent avec plaisir. Donc c'est un petit bouche à oreille qui commence dessus. T'as vu cet autre jeu Mycelium qui est sorti où tu te dis alors qu'est-ce que c'est que tous ces jeux ? Je me demande s'il n'y a pas un Mycelia aussi qui est sorti. Oui, mais en fait c'est un nom commun en fait, tu peux pas le déposer comme étant marque. Dans une marque tu peux déposer, on peut déposer le logo si tu veux. Pas très pratique pour les boutiques. Non, c'est pas pratique pour les boutiques, mais comme dit, c'est vraiment des moments où ça arrive en même temps. Enfin, tu vois, c'est un peu la blogosphère, les idées sont comme ça dans l'air et puis elles sortent en même temps. Et le truc qui était très drôle, c'est qu'il y a des gens qui arrivaient en disant mais Mycelia, il y a le Kickstarter Mycelium qui est lancé, vous avez copié le nom.
en fait c'était déjà en impression, on était à genre arrivé un mois après. Donc pour te dire, un mois après, tu te doutes bien que les choses sont en impression depuis vraiment très longtemps et décidées d'être vraiment depuis très longtemps, alors que en face t'avais pas de jeu, t'avais un Kickstarter mais t'avais pas de jeu physique, j'entends. Donc c'est juste le hasard qui fait qu'on en a eu plusieurs qui sont arrivés là-dedans. Pourquoi les champignons d'un coup sont devenus tendance, j'en ai aucune idée. Il est pas sur BGA celui-là? Non, il est pas sur BGA. Si on nous pose la question là, on aimerait bien qu'il y ait plus de jeux Ravensburger sur BGA. Oui. Il y en a des jeux, je crois que That's Not a Hat y est sur BGA, si je me souviens non, bien. Il n'y a pas That's Not a Hat sur BGA, non. Il y a Puerto Rico, il y a les châteaux de Bourgogne, il y aura Buttonville, normalement, si je dis pas de bêtises. Alors je dis peut-être des bêtises parce que je sais que c'est en discussion, mais en tout cas, c'est la volonté de l'avoir là-bas. C'est pas si dur d'avoir un jeu sur BGA parce que tu peux le développer toi-même en fait. Donc il y a moyen de les avoir. Après, c'est pour s'intégrer dans tout le système où là il y a plus de discussions. Il faut un petit budget. Et en fait, il faut comprendre aussi que BGA, j'en parle depuis très très longtemps. Alors toi, t'es très amateur de BGA. Ah, oui, moi, avant d'être dans le monde du jeu de société, je faisais ça toute la journée. D'ailleurs, je t'ai connu sur BGA parce qu'à l'époque, je jouais en boucle pendant mes périodes de chômage à Dominion, à Season, à tout ça. Et j'avais rencontré Martin, du coup, sur BGA. Si vous jouiez à Season à une certaine époque, vous tombiez parfois sur moi et vous perdiez la partie, évidemment. Mais bon, ça fait... Je vais retrouver l'historique, je suis sûr que je l'ai gagné. C'est quoi que tu l'as gagné? Aïe. Comment on fait pour savoir? J'aurais dû prendre un screen. Eldorado sur BGA, ça serait bien, oui, je suis d'accord. Et du coup, pour l'extension de Mycelia, donc Mycelia Prisma, c'est vachement bien, je suis trop content, parce que Mycelia, c'est vraiment un jeu que j'adore à titre perso, et d'autant plus parce que l'auteur est un copain. Et en fait, dans cette nouvelle version, j'ai un peu de contenu dedans, peut-être montrer, elle était jouable à Cannes. Hopada. C'est une version faite main à la... T'es vraiment en train de chercher l'historique? Je regarde l'historique, mais je suis pas sûr qu'on puisse retrouver en fonction d'une personne, non? C'est possible? C'est possible, que je trouve ton pseudo BGA. Mais je sais pas comment on fait, en fait, mais bon, voilà. Par jeu, par date, par adversaire modifié. Par adversaire, Il vient me ridiculiser, en fait, je suis sûr qu'il m'a... J'en sais rien, je sais pas. Attends, vas-y, je te rends mon pseudo. Ah, je connais pas son pseudo en plus. C'est celui-là? Ouais. Alors, une table trouvée. Season, premier, Wittberg, 221 points. Oh punaise, non, il m'a battu. Et toi, 183. Je t'avais battu, évidemment. Et c'était en 2013. C'était en 2013, ouais. 20 mai 2013, à 14h10. La partie a duré 29 minutes. Et je t'ai explosé, quoi. C'était ridicule. C'était la honte. Ok, j'avoue. Ah, t'avais un très bon Hello, dis donc. Ouais, j'ai toujours un très... Alors là, non, je joue plus, mais je joue plus à Season, mais j'ai un bon elo, ouais. J'ai un bon niveau. Trop bien. Hop. Je suis pas bon en tout, hein. C'est pour ça que je roule des mécaniques sur Season. Voilà, on peut arrêter cette émission. Restons là-dessus. Alors, vidéo. Là, vous avez un petit cercle. Ouais, un petit cercle. Alors, du coup, dans Mycelia Prisma, on va voir l'apparition de nouvelles gouttes qui sont des gouttes prismatiques. Et en fait, du coup, on va les mettre sur le plateau en même temps que des gouttes standards. Et ce qui va se passer, c'est que ces gouttes, quand on arrive à les enlever de son plateau et les remettre sur l'arbre de la vie, ça va nous permettre de faire avancer notre petit champignon. On en a chacun un, des petits champignons imprimés en 3D qui seront en couleur. Hein. Là, c'est un proto fait avec amour à la main et à l'imprimante 3D. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'on arrive à enlever ces gouttes, on va faire avancer notre petit champignon. S'il y a déjà quelqu'un devant nous, hop, on va repasser devant lui, on se saute dessus et tout, etc. Et en fait, quand on va arriver dans ces zones-là, on peut décider de s'arrêter pour pouvoir prendre des cartes outils, que je ne me rappelle plus du tout comment on a appelé dans la version définitive, donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît, qui sont classées en 3 couleurs. Il y a du orange, il y a du violet et il y a du vert. Et en fait, ces cartes-là... Ah pardon, je suis trop loin. Ouais, mais attends, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être dézoomer un petit peu mon écran, parce que tout simplement, on a un peu beaucoup zoomé, et du coup, ça va toujours très près. Et voilà. Voilà, super. Et en fait, ces cartes, elles vont se jouer sur la partie supérieure de ton plateau. Donc sur la partie supérieure de ton plateau, tu vas rajouter
quelque chose qui ne sera pas tout blanc comme ça, qui sera illustré, hop, tu vas rajouter cette petite partie qui va s'intégrer de manière organique à ton plateau personnel. Et en fait, quand tu reçois ces cartes que tu vas intégrer du coup à ton deck, tu les mélanges à ton deck, bah, tu vas les placer au-dessus de ton plateau. En général, elles vont te dire aussi si tu pioches des cartes en plus. Donc par exemple, celle-ci, quand je la joue, au-dessus de mon plateau, pack, elle me dit, bah voilà, pour ce tour-ci, à chaque fois que je supprime une goutte avec cette icône-là, je reçois une feuille, et en plus, je peux piocher immédiatement une carte. Et du coup, ça te permet, en fait, si tu veux, que ce soit des cartes qui sont gratuites, alors bien sûr, elles te prennent du temps pour pouvoir les récupérer, et elles te donnent des pouvoirs permanents. Donc celle-ci, par exemple, elle va te dire, quand tu l'achètes, tu as le droit de trasher une carte, supprimer une carte complètement de ton jeu, et à chaque fois que tu la pioches, tu pioches 2 cartes, ce qui est plutôt cool. Celle-ci, elle va te dire, hop, et quand tu l'achètes, directement, tu peux supprimer une goutte sur une zone verte, et en plus, tu vas piocher une carte, et en plus, tu fais plus les contraintes coccinelles. Donc tu as plus besoin d'avoir, quand tu as une carte pendant ce tour-ci qui te dit il faut que tu aies exactement ça, tu n'as plus besoin de le respecter. C'est au moins, ça devient du au moins ça. Et il y a plein de pouvoirs différents. Celui-ci, c'est du violet, donc c'est très fort. Qui te dit, quand tu as l'icône bouger une goutte, c'est plus bouger une goutte, c'est supprimer une goutte. Et en fait, tout ça, ça va du coup se rajouter avec ta mécanique de jeu, de manière complètement organique. Tu peux l'ignorer pendant complètement ta partie, comme tu peux axer complètement ta stratégie sur cette partie-là. Et il y a plein de nouvelles cartes qui vont arriver, et qui vont te permettre de jouer avec ça. Donc celle-ci, par exemple, elle te dit, tu gagnes 2 feuilles, et puis en plus, tu vas avancer sur cette petite frise-là, tu vas faire un mouvement. Celle-ci, elle va te dire, tu vas remettre des cartes sur le dessus de ton paquet, etc., etc. Et tu vas aussi avoir des nouvelles actions qui vont se rajouter à ton plateau. Qui vont être, tu te rappelles, tu as l'action A, B, etc. Oui. En fait, Mycelia, c'est un jeu qui est très accessible pour des joueurs qui découvrent un petit peu ce type de jeu de société dans lequel il y a quand même 2-3 règles à appréhender, mais ça va aller relativement vite, ils vont vite se lancer dedans, tu as le plaisir du matériel, tu as le plaisir de ces mécaniques modernes qui sont découvertes, alors peut-être que les joueurs un peu plus experts vont se sentir un peu limités en se disant, moi j'ai envie d'avoir plus. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a eu un très bon bouche à oreille aussi chez les joueurs plus experts qui parfois ont envie d'un peu plus de légèreté. Ça a bien fonctionné sur ce plan-là. Et surtout que la mécanique en fait dans Mycelia, elle est différente que sur la plupart des autres deck building, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un petit peu un jeu de logique où tu vas avoir ton quelque part c'est un tableur déguisé, où tu vas te dire moi je vais me faire une méca qui est basée pour optimiser, c'est pas si simple, hein. L'optimisation, les règles sont simples, et l'optimisation elle va demander un tout petit peu de réflexion, et là j'ai l'impression qu'avec l'extension, ces joueurs qui peut-être sont rentrés dans ce type de jeu, on l'ont découvert, vont avoir la possibilité de passer une étape supplémentaire. Exactement. Et puis du coup avec un niveau de difficulté qui est juste un niveau au-dessus, ce qui fait que si vous êtes joueur de Mycelia et que vous jouez Mycelia avec des gens qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de jouer, vous pouvez les intégrer avec ces aimants-là sans trop en fait les perturber. Parce que ça se comprend très facilement, l'effet parcours et puis les cartes en plus. Ça rajoute pas de la réflexion, ça vient naturellement pendant ton tour. Et puis il y a plein de choses que tu peux faire en dehors de ton tour. Vous faites bien les protos quand même, c'est des jolies petites cartes, c'est des protos avec des cartes déjà, c'est des cartes plastiques, c'est fou. Ouais, c'est ça, on a tout un service de prototypage en Allemagne qui fait ça, et font des protos assez avancés, quoi. Voilà pour Mycelia, pour l'extension qui paraîtra, donc tu nous as dit entre juin et puis août. Surprise, on verra bien à quel moment ça sort plus particulièrement. Forcément, on va y rejouer. Donc c'est prévu là aujourd'hui. On se fait un petit moment où on joue à Mycelia, extension. Entre deux parties qu'on va tourner, parce qu'on va tourner de 3 parties, et justement on va vous parler des jeux que nous allons tourner aujourd'hui en studio. Alors il y a déjà le classique qui est sorti. Et on parlait des jeux solo tout à l'heure, ça aussi c'est pas forcément très connu, mais Mycelia a une version solo. Ouais, c'est une version solo. Il y a en plus effectivement des jeux qui se jouent en solo. Alors celui qui est déjà sorti, c'est pas le cas de l'extension de Mycelia, mais l'art de la boursicocotte plus exactement. Sur laquelle tu nous as éclaté hier soir, je ne reviendrai pas là-dessus. Je regrette. J'aurais dû mal jouer exprès pour bien jouer pendant la vidéo, tu sais. Oui, c'est ça. Que non seulement j'ai joué comme il faut faire une première partie, mais du coup, vous savez comment je joue. Alors, on se laissera plus faire. Non, je ne vous ai pas éclaté. Hein. J'ai gagné par surprise, je pensais perdre. On a fait, Aline et moi, on a fait chacun 4020. Je pensais qu'Aline allait gagner 4050 ou 4060. Ouais, on s'est joué à rien, une partie hyper équilibrée à 3 de boursicocotte. Ce jeu d'enchères, mais ce jeu d'enchères très malin, assez rigolo, tel que ça existait pendant une certaine période. Souvent, c'était des jeux de Rainer Knizia. Ce n'est pas le cas de celui-ci, parce que c'est Monsieur Kotz
si je me souviens bien du nom de l'auteur. Et c'est un jeu dans lequel vous allez négocier pour essayer de créer votre ferme. Votre ferme, je suis pas sûr parce que c'est des œuvres d'art que vous achetez, mais toutes les œuvres d'art sont autour d'animaux. C'est pour ça que je vous parle de ferme. Est-ce qu'on l'ouvre complètement celui-là, oui? Ouais, mais en fait on en avait ouvert un autre hier soir, mais c'est pas grave, on peut en ouvrir parce que tu ne peux pas ne pas montrer le marteau. Ah là là, parfois il y a des blessures pendant la partie. J'ai oublié qu'il y a des micros, désolé à ceux qui j'ai. Mais c'est pour le faire saturer un peu, c'est important de faire saturer le micro. On le reverra un peu plus tard dans la journée. Mais de toute façon, on va le tourner celui-ci. Donc on va avoir l'occasion d'y rejouer. On va jouer aux enchères. Il va y avoir un enjeu maximum parce que là, on va absolument. Les parties filmées, tu sais, c'est celles qui comptent. On a beau gagner autant de fois qu'on veut hors caméra. Une fois que les caméras sont lancées, c'est la partie essentielle. Moi, je dis juste, si jamais Martin vous fait une offre, ne l'acceptez pas. Voilà. Je ne dirai rien de plus. On verra ce qui se passe cet après-midi. Du tout. Oui, parce que c'est un jeu dans lequel tu vas pouvoir parfois donner des cartes à l'adversaire. Essayez de lui acheter des cartes plus précisément. Vous faites des collections, il faut avoir les 3 éléments identiques de la même collection. Par exemple, si vous êtes parti sur les Joconde vaches, on vous essayez de récupérer les 3 cartes Joconde. Et quand par malheur, 2 joueurs autour de la table ont récupéré chacun une carte Joconde, ils ont la possibilité à leur tour de jeu de faire une proposition au joueur adverse en disant « Écoute, on a chacun une carte Joconde, je vais te donner de l'argent et tu me donnes la tienne. » Si jamais tu me fais une contre-proposition, c'est toi qui prendras la mienne, mais il faut qu'on s'arrange quand même. Donc on va miser avec les cartes billets qu'on a dans la main, face cachée à l'adversaire, et l'adversaire a le choix d'accepter purement la proposition, de prendre le sou, et puis voilà, il a perdu sa carte Joconde, c'est pas grave, il aura moins de points, mais il les récupérera ailleurs, ou de refuser, et dans ce cas-là, il propose lui aussi des cartes, et là, il va y avoir un échange. Et tout le but du jeu, c'est de réussir, quand tu fais une proposition, à ce que ton adversaire te fasse une contre-proposition, mais légèrement inférieure, parce que ça signifie que non seulement tu vas gagner la carte, mais en plus, comme il va y avoir un échange des sommes, tu vas pas trop dépenser pour cette carte gagnée. C'est un peu ce qui s'est passé hier, c'est pour ça que tu rouspètes. Oui, c'est ça. Là, mais il y a eu d'autres échanges. À un moment, j'ai proposé une somme. Tu m'as proposé 200 parce que tu voulais le gagner, et moi j'avais proposé 210. Donc oui, c'est exactement ça. Il a payé 10. Quelque chose qu'il avait précédemment payé déjà une bouchée de pain. Mais rassurez-vous. Et du coup, je t'ai remboursé cette bouchée de pain. Ouais, il y a un peu de guessing, mais pas tant que ça. Il y a un peu dans cette phase-là, effectivement, le fait de devoir essayer de calculer ce que de faire pour proposer juste un tout petit peu plus, mais pas tant que ça. C'est d'abord un jeu d'ambiance. Voilà. Et du coup, c'est un jeu qui a une vraie histoire, parce que c'est pas, comment dire, un jeu neuf. Il a plus de 40 ans. Bah oui, le cas nous dit les nouveautés. Boursicocotte. C'est une réédition. Alors, il a évolué. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, bon, déjà, il a évolué graphiquement, il a évolué d'un point de vue édition. Il n'y a pas que simplement le marteau en bois. Il y a la boîte foil, il y a ces petits cadres qu'on propose pour pouvoir, du coup, proposer tes enchères. Mais on l'a aussi retravaillé mécaniquement. Parce avec qu'en une partie moins longue aussi. Ça, c'est exactement pas mal, ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient de la France, parce qu'en Allemagne, du coup, il a gardé sa règle originale, parce que c'est un jeu historique auquel on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher en Allemagne. Et en France, en fait, quand on a découvert ce nouvel écran, on s'est dit « Ah, c'est trop bien, on a trop envie de le faire, parce que c'est un jeu qu'on aime, et je pense que beaucoup de monde aime au vu des retours qu'on nous a fait. Mais en fait, c'est long, quoi. Ouais. C'est vieillot, quoi. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit retravail mécanique. Donc, précédemment, tu faisais qu'une seule enchère, et là, en fait, tu les vas par 2. Donc, ce qui fait que les enchères vont beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ouais. Que en plus, de temps en temps, tu vas faire des enchères qui t'intéressent pas, mais parce que tu veux absolument la vache Joconde, mais tu veux pas cette petite chèvre, donc tu vas te retrouver avec une petite chèvre parce que tu es obligé d'enchères sur les 2. Et du coup, ça va créer beaucoup plus d'échanges, d'interaction, parce que c'est arrivé hier soir où toi, t'avais 2 trucs, t'en avais un, tu l'avais pris pour compléter ton trio, et l'autre, t'en voulais pas, et moi, je le voulais absolument, et puis forcément, quand on marchande, on arrive dans des situations où tu marchandes pas par dépit, en fait, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ouais, franchement, les petites nouveautés sont très très bien vues. Et du coup, maintenant, on fait des trios d'animaux au lieu de faire des quatuors. Parce que précédemment, tu faisais des quatuors, ce qui était beaucoup plus long, parce que forcément, ça rallongeait de 25%. Et en Allemagne, c'est toujours des quatuors ? Ouais, ah oui. Ils ont rien changé. Vous avez vraiment une édition très originale. Si tu achètes cette version-là, Kuhandel, en Allemagne, tu vas regarder dans la règle, tu as les règles générales. Et nous, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on propose par défaut cette version qui est plus moderne, qui est plus rapide, qui est plus interactive. Et par contre, dans la notice, si tu veux, tu as comment jouer à la version originale dans les variantes, le boursicocotte original, ce qui est marqué ici, et parce que dans la boîte, on a laissé d'accord, les cartes en plus. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Donc t'as vraiment tout ce qu'il faut en fait. Non, si tu veux jouer qu'à la version française par contre, vous allez vous dégoûter du jeu sinon, parce que c'est vraiment, ça avait vieilli. Moi j'aimais bien Boursicocotte à l'époque, j'étais content de le sortir, mais on le ressortait plus parce que on a envie de faire plus court sur ce type de jeu.
Et là, là, je pense qu'on a joué en, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes max. Et avec le plaisir. Enfin, c'est passé super vite. Vraiment, c'est une bonne durée, bien calibrée. Bravo. Pour cette nouvelle édition, il vous faut ce Boursicocotte version 2025. Donc celui-ci est déjà disponible. On va faire une petite vidéo dessus. On va bien s'amuser, j'ai hâte. Et même au montage, je pense qu'on s'amusera bien parce qu'il y a de quoi mettre quelques animations dessus. Avec tous ces bruits d'animaux. T'as oublié ton maillet. Ah, j'ai oublié mon maillet, c'est pas grave. Hop, on le verra tout à l'heure là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de choses. Déjà, alors on va passer assez rapidement. Il faudra qu'on refasse un petit éclairage dessus, je pense à l'occasion, sur La Forêt Enchantée. Nouvelle édition de ce jeu-là. C'est vrai qu'on l'a vu au chalet, on avait l'ancienne version, j'aurais pu le ramener, mais bon, c'est pas grave. Nouvelle édition de ce jeu-là, mais alors, regardez le dos de la boîte, je vous montre le dos de la boîte. C'est un classique, il a gagné le Spiel il y a maintenant un certain temps, hein, je ne sais plus quand, sous le nom de Sagaland. Il me semble qu'il avait gagné le Spiel. Hein, je me trompe. 91, quelque chose comme ça. Allez hop, dites-nous dans le chat. C'est un jeu d'Alex Randolph et Michel Matschos. On parlait d'Alex Randolph avec Johan Levé. On s'était dit, tiens, on ferait peut-être bien un zoom sur Alex Randolph à l'occasion. Un auteur de jeu qui est assez génial quand même. Qui est à l'origine de tellement de choses. C'est ça aussi qu'il faut partager sur les auteurs que l'on connaît, les plus anciens, revenir sur leur historique, c'est revenir sur les jeux modernes aussi, c'est voir à quel point ils ont inspiré des choses. Et il y a des choses qui sont acquises, qui ont l'air hyper classiques, et qui à l'époque c'était hyper original. C'était très original, ouais. Donc La Forêt Enchantée, ça fait partie de ces grands classiques-là, et là vous avez une version Forêt Enchantée Hiver au Pays des Contes. C'est ça. Qui est très chouette. Donc cette version-là, elle est déjà sortie, elle est passée un petit peu inaperçue. Et en fait, du coup, le Sagaland, c'était du coup la grande boîte comme ceci. Et la particularité française, on a une boîte carrée parce que les Allemands ont gardé leur grande boîte aussi en longueur. Ça, c'est le fil rouge maintenant de tout ce qu'on fait comme travail d'adaptation, etc. Et on a gardé tout ce qui faisait le sel du jeu parce qu'en fait, pour le coup, la mécanique, celle-ci, elle n'a pas vieilli. C'est, pour ceux qui connaissent pas, une mécanique de jeu de mémoire dans lequel vous allez vous balader à coups de dés dans la petite forêt, et quand vous arrivez pile sur un emplacement jaune, vous pouvez prendre du coup un petit sapin comme ça et regarder ce qu'il y a dessous. Et sous chaque sapin, il y a des petits objets qui sont différents. Il y en a 13 en tout, si je dis pas de bêtises. Et ces objets, en fait, ils sont demandés par le roi. Donc il va avoir la carte ici qui va être retournée, et le roi, il va te dire: ah bah tiens, je cherche une boule de Noël. Et puis toi, tu te dis: ah mais moi je me souviens, la boule de Noël, je crois qu'elle est sous ce sapin. Et tu vas aller à coups de dés jusqu'au château du roi. Et là, pac, tu vas dire: ah bah moi je pense que c'est ce sapin-là. Et puis tu prends le sapin, tu regardes si c'est bon. Si c'est bon, tu montres à tout le monde et tu fais: hé, 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 la carte est pour moi. Tu prends la carte. Et si c'est pas bon, bah en fait, tout simplement, bah t'as eu une info en plus. Et tu sauras qu'il y a autre chose derrière. Et du coup, ce qu'on a changé, c'est cet écrin. Donc t'as tes petits sapins blancs brillants qui sont vraiment très jolis. T'as des cartes qui sont très bien illustrées, parce que l'édition originale de Sagaland était allemande des années 90. Je viens de vérifier là, parce que j'aime pas trop dire des bêtises, donc je viens de regarder sur mon téléphone. Sagaland, effectivement, c'est le Spiel des Jahres 1982. J'étais loin quand même. 1982, ça date un peu, donc effectivement, il y a eu de l'évolution dans le jeu de société. Et dedans, en plus, on inclut un petit, dans le livret de règles, en fait, 13 petits contes que tu peux lire au coin du feu, du coup, pour tous ceux qui ont envie, à Noël, de se faire un petit truc cosy. C'est très très sympa. Mais ça, vous vous rendez compte quand même, un jeu de 1982 qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui a toujours plusieurs boîtes d'ailleurs, parce qu'il y a celle-ci, mais il y a la plus grande qui est disponible en français, la plus grande ? Non, elle est plus disponible en français, mais en tout cas, elle l'a été il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on l'a au chalet. C'est quand même chouette, et ça, tous les éditeurs peuvent pas le faire, hein, avoir des jeux de société qui durent sur pas mal d'années, qui continuent à être présents. Spiel des Jahres 1982, c'est même pas marqué sur la boîte, mais forcément, je crois que ça se paye, hein, le fait de mettre le logo. Oui, c'est un label. C'est pas absolument indispensable. Et de toute façon, tu ne peux pas le mettre sur celle-ci, parce que tu peux le mettre seulement sur l'édition qui a gagné. Donc la 82, elle n'existe plus. Hein. En fait, en Allemagne, si, toujours. Ouais. Ah ouais, ils ont toujours la vieille couve des années 80. Ah ouais, c'est fou. Il y a plein de choses en fait comme ça en Allemagne qui fonctionnent parce que c'est des classiques, quoi.
On nous dit bonne année, pourquoi? Ah, très bonne année. C'est pas le moment, alors en avril, vous nous dites bonne année, Dolmore. Très bonne année 82. Je pense qu'il lui est arrivé des bricoles en 1982, genre naître. C'est possible. Et bienvenue également à Patoun qui nous a rejoint en disant chouette, une chaîne jeu de société. Alors, de quoi on parle d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, Bonsaï, tiens, on va faire une partie de Bonsaï. Et là, Bonsaï, c'est pas que un film avec Coluche, c'est aussi un jeu de société. C'est Bonsaï avec Coluche. C'est aussi un jeu de société qui a déjà eu droit à une édition, peut-être vous le connaissez, c'est pas une erreur, c'est bien le même jeu, mais il est plus disponible, c'est Gigamic, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il l'avait proposé en version française. En 2023, fin 2023 si je dis pas de bêtises. Il était passé un peu inaperçu. Oui, c'était ça. Ouais. Et là, le jeu n'est plus disponible, tu me dis que c'est toi qui es tombé en amour sur ce jeu, oui, c'est ça. Comme disent les Québécois. Oui, c'est ça, j'aime beaucoup cette expression. Je suis tombé en amour. Je suis tombé en amour. C'était un jeu sur lequel j'étais tombé à Essen, que j'avais trouvé vraiment incroyable. Et en fait, on parlait avec des V-Games de complètement autre chose. Et je leur ai dit, ah là là, j'ai joué à Banzai, j'ai vraiment adoré, et tout, etc. Et pour bah oui, bah, il est disponible. Il n'était pas disponible ailleurs, donc du coup, il n'y a que la France qui a récupéré les droits de Banzai. Il n'y a que la France. Ouais. C'est du Ravensburger France, et c'est tout. Oui, c'est tout, c'est vraiment tout. Et du coup, bah voilà, on était un petit peu mieux, cette caméra. sous le charme de ce jeu-là, parce que c'est le cas de le dire. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu dans lequel vous allez récupérer des duos de cartes et de tuiles pour pouvoir composer votre bonsaï. Votre bonsaï, en fonction des tuiles qu'il y a dessus, va marquer des points de manière différente en fonction de si c'est des fleurs, des fruits, etc., etc. Et vous devez en fait un petit peu temporiser entre le moment où vous récupérez des cartes et des tuiles et le moment où vous les posez, parce que vous avez une capacité de stockage limitée de tuiles sur votre plateau central, et vous avez une capacité limitée de posage de tuiles de base, et ces capacités peuvent être améliorées en rajoutant des cartes arrosoirs qui vous permettent de stocker 2 tuiles de plus, et des cartes arbres qui vous permettent de poser des tuiles en plus. Et il y a vraiment ce pace dans ce jeu de c'est zen. C'est vraiment, c'est pas un thème plaqué pour le coup, parce que on ressent ce côté, je suis content de faire mon petit truc de mon côté, je prends mon temps, mais en même temps j'essaye de calibrer en fait mon timing pour pas me faire passer devant les autres. Et oui, on l'a vraiment beaucoup aimé, et on est très content de pouvoir lui donner une deuxième vie. Et c'est aussi un jeu dans lequel on compose son petit élément de invention. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, avoir mon petit patchwork de tuiles que j'ai récupérées, que je compose. On fait chacun son petit bonsaï. Et là-dessus, ça correspond parfaitement au thème, parce qu'il y a un côté contemplatif, évidemment. C'est pas un jeu d'énervé, bonsaï. Oui, c'est ça. Et bien sûr, la manière dont on crée la structure de son bonsaï est super importante, parce que on peut optimiser le placement de ces fruits qui peuvent pas être à côté de notre fruit, de ces fleurs qui doivent avoir des côtés complètement libres, etc., etc. Alors, on va continuer. Il y a tellement de trucs à faire. Faut qu'on passe rapidement sur chaque jeu, parce que sinon on va passer la matinée entière sur cette matinale. On va essayer d'attraper le cookie party sans faire tomber le sablier d'or. Attention. Hop, Cookie Party, c'est le 3e jeu qu'on va tourner. On a un petit programme de tournage cet après-midi. Ce matin, peut-être on va le tourner. Cookie Party, c'est un jeu dans lequel on va... Il y a un petit côté Roll and Write, j'ai envie de dire ça, et c'est pas surprenant parce que Ralph Zur Linde est l'auteur de ce jeu, et c'est un auteur que vous avez déjà vu sur pas mal de Roll and Write et de Flip and Write, si je ne me trompe pas. Je cherche de tête et je suis pas certain de les retrouver comme ça, mais peut-être que j'ai pas préparé ça. La recherche des jeux de Ralph Zur Linde, c'est pas lui qui avait fait ce jeu où il y a un crépuscule sur la boîte qui s'appelle... Ouais, moi aussi. Moi aussi, je me pose Silver and Gold. Est-ce que c'est lui qui a fait Silver and Gold? Ça te dit quelque chose? Chez NSW. Je vois la boîte, mais je n'y ai pas joué et je ne pourrais pas dire qui est l'auteur. Très sincèrement. J'ai un doute. Peut-être je dis les bêtises, je vais vérifier ça juste après. Mais on est dans du Roll and Write puisque vous avez votre plateau individuel complètement et des dés de toute façon. Hop, et là, cette fois-ci, dans Cookie Party, on va essayer de cocher les différentes cases de gâteaux qu'on a. Il a fait Pergamon aussi. Ah oui, Pergamon, qui était un plus gros jeu qui avait été publié par, je sais plus qui, Yellow, je crois, Pergamon. Est-ce qu'il est pas là dans un coin? Hop là. Finca, Ralph Zur Linde, il a fait Finca, publié par Philosophia.
Tu vois, c'est un nom qui nous parle, on ne se souvient plus forcément des jeux qu'il a. C'est un monsieur quand même. Donc. Ouais, Finca il avait fait partie de certaines sélections, peut-être l'As d'Or 2010, 2000. J'ai un doute. Je vais expliquer très rapidement parce qu'effectivement on a beaucoup de choses là derrière. Ok. En 2-2, pour expliquer le jeu, c'est un jeu sur lequel on va voir chacun et chacune une petite fiche comme ceci et des petits jetons. Et en fait, on va lancer les dés. Hop, les dés vont nous dire quel jeton on cherche. Donc là, par exemple, je cherche le 8. Ah bah le 8, il y a un trait dessus. Je peux faire un trait où je veux autour de mon gâteau. Hop, comme ceci. Le 8 sort pas souvent. Sort très souvent, donc il n'y a qu'un seul trait. Ceux qui sortent pas souvent, type le 12, il y a une seule possibilité sur 2 dés qui sortent, va faire 4 traits. Quand on arrive à faire 4 traits autour d'un jeton, donc imaginons que j'ai fait 8 4 fois, on va barrer notre cookie et on va vérifier sur le plateau central, qui est ici, si on a réussi à faire un objectif. Donc imaginons que là, c'était mon 3e bleu que j'avais réussi à faire. Je prendrais n'importe lequel jeton, je mets ici, pouc, et puis du coup, je barre pour dire 6 points. Là, si on joue à 2, par exemple, on faudrait faire 25 points, alors que si tu joues à 5, il faudra en faire que 19. Voilà pour le principe du jeu, c'est ultra simple en réalité, et c'est aussi un jeu, qu'on peut jouer pour se décontracter entre 2 trucs avec des règles qui sont relativement simples. On se concentre majoritairement sur son plateau, mais à un niveau supérieur, on peut commencer à regarder le plateau adverse pour essayer de bloquer les adversaires sur leurs objectifs, parce que c'est quand même par opposition aux adversaires qu'on va l'emporter, donc les interactions ne sont pas directes, mais elles sont présentes. Et surtout, la chose qui est le plus importante, c'est qu'à chaque tour de jeu, tu as le droit de bouger n'importe lequel de tes jetons. Donc tu peux très bien te dire, ah bah tiens, j'étais parti sur les bleus. C'est là qu'il y a la stratégie. Bah là, JB vient de faire les bleus, et ben en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mes jetons pour essayer d'être près des oranges et commencer à focus les oranges. Et en plus, quand tu as des jetons qui sont ici, ils sont plus disponibles. Ce qui fait que quand ils sont pas disponibles, tu peux faire une petite coche là. Au bout de 3 coches, tu gagnes une ligne gratuite. Et en fait, tout le sel du jeu... on l'a pas fait, moi hier, jamais j'ai coché là. Non, mais c'est parce que tu optimises trop bien tes jetons. Pardon. Voilà. C'est quand même moi qui ai gagné. Oui, merci de le dire. C'est important de citer quand on gagne un truc comme moi la season. Toujours important de le dire. Et toi, à Boursicocotte aussi, du coup. Et c'est l'auteur de Brilliant. Ralph Zurdin 2, je viens de regarder. Oui. Que vous allez faire peut-être. Qu'on va faire l'année prochaine. Ouais. Effectivement. Voilà, il fera d'autres jeux, qui est aussi un Red and White. Ok, donc on verra ça tout à l'heure. Mais oui, c'est un jeu qui est vraiment délicieux. Cookie Party a joué avec des cookies. Aline nous a promis qu'elle allait nous acheter des cookies pour faire la vidéo. Donc, j'espère que les cookies vont survivre. On commence pas par celui-là du coup. On va commencer par un tournage sur un autre jeu, sur Bonsaï. On va faire du Bonsaï ce matin. Voilà le programme et on attendra les cookies d'Aline pour tourner Cookie Party. La vidéo sera folle parce qu'on va manger des cookies forcément. On a montré plein de choses. On va passer maintenant. On va vous créer des envies peut-être sur des jeux qui arriveront un petit peu plus tard. On a parlé de Roll and Ride, donc on peut peut-être parler juste de Roule Gribouille qui est derrière la forêt enchantée. Attention, je vais tuer du pigeon. Attends, je vais descendre la forêt enchantée. Et coupons la forêt. Enlevons les jeux qui sont derrière nous. Il est déjà 9h22, on a déjà une matinale hyper longue, mais il y a tellement de jeux à parler. On n'a pas parlé de tout. Ouais, on va accélérer un petit peu sur les jeux. On va accélérer un petit peu. Très rapidement, Roule Gribouille, du coup, c'est un premier Roll and Ride à partir de 5 ans, dans lequel tu vas avoir des fiches à colorier avec des gros dés et des crayons bien gras. Tu m'as fait jouer quand je suis venu à Mulhouse, et c'est vrai que ça marche très très bien ça. C'est ultra simple et en même temps, le plaisir il est immédiat pour les gamins, je pense. Alors c'est toujours difficile pour nous de se projeter parce que nous forcément on a envie d'un petit peu plus de stratégie, mais pour des gamins ça marche. Donc imaginons qu'on est deux, on a 2 dés et puis on a 3 crayons, alors ça va être très facile à pitcher. On a chacun une fiche comme ceci, on va lancer les dés. Et puis du coup, c'est mon tour, je peux prendre n'importe quel crayon et n'importe quel dé. Je vais faire par exemple un cheval en violet. Et toi, du coup, tu prendras un panier en vert ou en jaune. Et en fait, mon cheval en violet, je peux colorier n'importe quel cheval. Le truc étant qu'il y a des petites zones de couleurs. À chaque fois que j'arrive à colorier une zone de couleur en entier, je colorie une barrière. Quand j'ai colorié toutes les barrières, j'ai gagné la partie. Mais la difficulté, c'est que toutes les zones de couleur à gauche doivent contenir des animaux de la même couleur. Donc si je fais mon cheval en violet ici, ce cheval ici devrait être en violet. Mais par contre, plus tard, je fais un foin en vert et l'autre foin devrait être en vert, forcément. Et de l'autre côté,
tous les animaux doivent être d'une couleur différente. Donc si je fais mon cheval en violet ici, ma vache devra être d'une autre couleur et ma poule devra être d'une troisième couleur. Et du coup, c'est extrêmement facile de rentrer dedans et c'est très agréable à jouer pour les enfants parce que y a cet aspect coloriage. Il est sorti celui-là, non ? Oui, il vient de sortir le 28 mars, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment tout récent. Oui, donc on n'a pas dû l'annoncer parce qu'on n'avait pas de matinale de présentation des sorties cette semaine-là. On aura l'occasion de vous en reparler dans les prochaines. Ah oui, je crois qu'on l'avait mis, effectivement. Ouais. J'étais pas sûr de la date et je l'avais mis dans mon programme de mars. Donc, du coup, en même temps que Boursicocotte et Banzai. Ok, donc j'essaie toujours d'être un petit peu rapide. Pour rester sur les jeux enfants, on va avoir une version enfant des châteaux de... Attention, mesdames et messieurs. Les châteaux de Bourgogne, enfants. Alors, les châteaux de Bourgogne, on va faire les deux en même temps, puisqu'on a la grosse édition qui est là derrière, qui est visible, vous voyez. C'est la tienne, celle-là ? Non, c'est la tienne. C'est la mienne, oui. C'est la mienne qui était là dans un coin. On a ressorti pour l'occasion ma version spéciale édition qui est... Alors, vous la distribuez, la spéciale édition ? Oui, on l'a distribuée. Il y avait une version retailer. Donc, il y a eu 2 campagnes GameFound et du coup, une version boutique qui a extrêmement bien marché. On a été sold out, je crois, en 5 mois. Ah oui. Ça, vous avez réclamé à cri et à corps son retour. Et ça reviendra, du coup, cet été, fin juin ou fin août. Je n'ai pas joué avec la mienne. J'ai pas trouvé une occasion de jouer. Alors je me suis acheté forcément. Je fais plus beaucoup de Kickstarter, mais celle-ci c'était indispensable. La version Alea et Awoken Realms, qui sont 2 éditeurs donc sur cette version-là, avec l'expertise de Awoken Realms sur les financements participatifs notamment. Ce Castle of Burgundy du coup, qui est collector et qui donne bien envie d'y jouer. J'ai tout et maintenant, il faut que je me trouve. Ça y est, après les Sabliators, je vais avoir un petit peu plus de temps. C'est au programme de mes prochaines soirées. Quand tu goûtes à celui-là, tu n'arrives plus à revenir à l'original en plus. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là quand même. Donc celui-ci est disponible. Par contre, ça c'est la grande nouveauté. C'est toujours Stefan Feld, mais pas tout seul cette fois-ci, puisqu'il est accompagné de Suzanne Feld. Qui est son épouse. Oh. Alors ça ne sera pas écrit note final sur la boîte. Oui, alors ça c'est le prototypage, mais la version finale est très très proche de cet artwork-là. Et donc on est sur un château de Bourgogne de sable, puisqu'il s'adresse plutôt aux enfants et avec plusieurs étapes. Ça commence à 5 ans, vous avez mis sur la boîte, mais il y a moyen de faire évoluer le jeu. Jusqu'à 7 ans, effectivement. Il y a plusieurs variantes de jeu. J'ai quand même pas mal de matos là-dedans. Hop. Donc encore une fois, c'est du prototypage fait avec amour. Alors pardon de dire ça quand même. Château de sable de Bourgogne. C'est sur quelle plage de Bourgogne qui donne sur la mer que vous avez... Non mais c'est un château de sable de rivière. Tout s'explique. Parce que là, je veux dire, la pertinence du thème par rapport à la région de France, j'ai quelques doutes, mais bon... Ah non, mais on est complètement d'accord. C'était un sujet d'ailleurs qu'on avait remonté aux Allemands. Et je crois que... Est-ce que vous connaissez la Bourgogne ? Parce que déjà, c'était des châteaux de la Loire dans la version de base. Mais oui, c'est ça. Qu'ils avaient localisé en Bourgogne. Bon, c'est très rigolo. Donc, on retrouve le côté gestion des châteaux de Bourgogne. Alors, je ne suis pas forcément... Hop, tu vois, je suis là. Allez, faisons ça un minimum bien, mais faisons-le quand même un minimum rapidement. Parce que sinon, on est là sur la table. Voilà, il y en a beaucoup. Enfin, c'est vraiment un jeu où il y a énormément de matos et on ne peut pas tout avoir. Donc ça, c'est le plateau version avancée. Et ça, c'est la version débutant, donc pour les tout petits. Et en fait, c'est un jeu dans lequel, comme dans les châteaux de Bourgogne, on va lancer des dés. Attends, tu sais quoi ? Je vais bouger cette boîte-là, sinon on ne va plus s'en sortir. Hop. Et je vais essayer de faire un pitch des règles, sinon... On va se lancer dans une partie je nous connais. Ah, ça c'est le risque. Ah, ça c'est complètement le risque. Surtout les châteaux de Bourgogne. Moi, quand je suis passé à Ravensburger, j'avais pas beaucoup de temps, je crois, je sais plus, j'avais moins d'1 heure, il me semble. On a réussi à jouer à 12 jeux. Très très efficace. C'était un peu ça, effectivement. Donc en fait, tu vas voir des jetons comme ceci. Le but du jeu, ça va être d'arriver à en récupérer, à en mettre sur ta petite calèche et à ramener ta petite calèche chlouc, hop, jusqu'à chez toi pour pouvoir poser les jetons et construire des petites échoppes.
puis les décorer, hop, et quand tu les as décorés, et ben c'est prêt pour le festival et pour accueillir la reine crabe qui est quelque part dans un sachet. Le but du jeu, du coup, étant de gagner des points de victoire, donc tu as un contour où tu vas mettre tes petits jetons points de victoire, et tu gagnes un point de victoire quand tu arrives à poser un jeton, un deuxième point de victoire quand tu arrives à poser un deuxième jeton, et quand du coup tu arrives à poser un deuxième jeton, paf, tu le mets du côté décoré, je l'avais déjà fait, et là tu gagnes un troisième point de victoire. Et comment ça se joue? En fait, à son tour de jeu, on a nos 2 dés. Là, par exemple, j'ai fait 2 rouges, super. Donc je vais prendre un de mes rouges comme ça, je vais le mettre sur mon plateau, et j'ai le droit de regarder sous une pyramide rouge. Sous les pyramides, il y a les fameux jetons. Donc forcément, pendant les tours précédents, j'ai essayé de repérer où étaient les jetons qui m'intéressaient. Et puis du coup, j'en prends une et je fais « Ah, super, un jeton rouge avec un jeton jaune et un jeton bleu, j'ai le droit de prendre n'importe lequel des jetons. Je mets le rouge ici, paf, je le mets dans mon petit truc. Et, trop bien, j'ai fait un deuxième truc rouge ici. Je fais venir, normalement c'est un peu plus loin, et je fais tac 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 tac, venir mon petit chariot pour pouvoir commencer à construire l'étal rouge. Donc du coup, t'as le côté, je prévois mes actions sur 2D, où vraiment je sais que je vais faire ça, action 1, mais du coup action 2, je vais essayer de faire un truc qui fonctionne ici, et au mieux qui combatte. On a 5 ans. Forcément. Et t'as cette affiliation vraiment avec les châteaux de Bourgogne où t'as le côté ici où on se dispute les éléments, les tuiles, et le côté ici où on les construit. Et ça, du coup, encore une fois, j'ai fait très rapidement, je suis passé à côté de plein de nuances parce qu'il y a aussi des petits choses à récupérer. Exactement. Et du coup, sur la version avancée, tu vas avoir aussi un système avec la reine crabe qui est sur le dessus qui te permet de récupérer des couronnes. Les couronnes que tu vas pouvoir placer sur ton plateau personnel, et en plaçant les couronnes sur le plateau personnel, ça te permet soit d'avoir des points de victoire, donc d'avancer sur la piste, soit de débloquer des pouvoirs. Du type, quand je débloque ça, là vous voyez, c'est la reine crabe, elle va me donner 2 couronnes au lieu d'en avoir qu'une, donc je vais débloquer plus de trucs. Ici, ça te dit que quand je joue un truc de couleur, un dé bleu par exemple, au lieu de regarder juste une des cups bleus, je vais regarder en fait les 2 châteaux. Sous les 2 châteaux, et je choisis sous lequel je prends, etc., etc. Et dans la version vraiment hyper avancée, tous les pouvoirs sont différents, et tu as des tuiles qui te permettent en fait de choisir le pouvoir que tu veux au moment où tu le construis. Et là, tu as encore de l'optimisation qui se fait à un différent niveau. Donc ça permet vraiment, avec les enfants, d'arriver sur des petits steps au fur et à mesure pour s'approcher d'un la gestion de jeu dés pour enfants, en fait, effectivement. Donc on est dans les premières approches de gestion. Il y en a quelques-uns des jeux qui proposent ça, puis évidemment avec l'héritage du grand frère des châteaux de Bourgogne, peut-être que les enfants qui vont découvrir cette version de sable vont avoir envie de visiter la Bourgogne. c'est l'objectif. Et faire des châteaux de sable au bord des rivières. Et plus tard de jouer au château de Bourgogne, l'original de Stefan Feld, qui est peut-être l'un de ses grands classiques. Est-ce que c'est le classique de Stefan Feld? Moi en tout cas c'est mon préféré, mais après les goûts et les couleurs. Oui, est-ce que c'est le plus connu de Stefan? Il a fait tellement de jeux, c'est difficile de savoir quel est son meilleur. Et puis il y en a certains qui ont été un peu cassés aussi, il faut dire, parce que le Bruges que moi j'adorais, c'est devenu Amsterdam, et c'est beaucoup moins bien, je crois, de mémoire. J'ai pas joué à Amsterdam beaucoup. On a du One Piece. Alors One Piece, grosse actualité, on va passer un peu rapidement dessus, mais il y a une grosse actualité sur One Piece chez d'autres éditeurs, puisqu'il y a un TCG qui est sorti sur cet univers-là, et là c'est pas le TCG, parce que forcément c'est une licence avec plein de possibilités différentes. Chez Ravensburger, vous avez le Nakama, une version, donc c'est un jeu de cartes à l'intérieur. En fait, t'as un petit plateau, alors vraiment pour faire rapidement aussi, parce que encore une fois on est en retard. On est porteur, tout va bien, on a le temps qu'on veut, on est sur Twitch, c'est les gens, on fait ce qu'on veut, simplement faut pas faire une émission trop longue pour que ça reste facile. Et puis je veux pouvoir parler d'Edora et de choses comme ça aussi, parce que j'imagine qu'il fait le lien dans le chat, ils vont le réclamer. Donc One Piece, c'est un jeu complètement coop, dans lequel tu vas avoir un petit plateau comme ça. En haut des plateaux, tu as du coup des ennemis, et en bas du plateau, tu as tes alliés. Et du coup, l'idée, c'est que chaque ennemi a une manière différente d'être battu. Le but étant de se débarrasser de tous les 20 ennemis que tu as sélectionnés en début de partie. Et ils vont te dire, par exemple, moi je veux qu'en bas, ce soit une suite croissante. Ou je veux que tout le monde ait une couleur différente. Ou je veux qu'il y ait exactement une valeur de 20 sur la somme des alliés. Hop, attends, je me mets là. Une valeur de 20 sur la somme des alliés pour pouvoir être battu. Et du coup, à ton tour de jeu,
tu vas jouer une carte de ta main que tu vas placer pour recourir un de tes alliés, pour essayer du coup de répondre à une de ces conditions. Et en plus, sur la carte que tu joues, souvent il y a un petit pouvoir qui va te permettre de jouer une deuxième carte, qui va permettre de déplacer une carte qui est déjà là, comme la carte elle est placée par-dessus une autre, tu fais apparaître une autre carte qui est dessous, qui va te permettre, par exemple, de renvoyer un boss que tu n'arrives pas à battre dans la pile, etc., etc. Et en plus, chacun d'entre nous a aussi un petit pouvoir qu'on peut activer et désactiver, et recharger, pardon, pour faire baisser la menace, parce que chaque boss à fin de tour fait monter la menace. Quand tu arrives à 10, tu perds un allié, tu perds 5 alliés, tu as perdu. Ou alors qui permet du coup de dire voilà, maintenant tu vas lancer le dé et ça te permet de faire un modificateur sur ta force et tout, etc. Il y a plein de choses à faire. Le jeu il commence de manière vraiment très gentille avec un petit scénar qui est tout simple à faire, et au fur et à mesure en fait tu peux rajouter des cartes boss qui sont de plus en plus balèzes et qui arrivent avec un vrai challenge. Exactement. Il y a plein de choses dans une petite boîte, parce que c'est pas une très grosse boîte. Non, c'est une toute petite boîte, et puis tu as quand même du coup le plateau il est 2 fois plus grand que la boîte, comme tu le vois. tu as un dé, t'as des jetons du coup pour tes pouvoirs, et t'as surtout une galerie de personnages qui est hyper impressionnante. S'il y a 6 arcs de One Piece, si je dis pas de bêtises, il y a plus d'une centaine de cartes personnages en plus qui sont full art, qui est vraiment très agréable, et c'est un vrai jeu autour de One Piece pour le coup. En tant que joueur de jeux de société moderne, tu t'y retrouves. T'as un vrai challenge et t'as une vraie mécanique autour, et tu as besoin de te coordonner. C'est pas le jeu où tu peux te dire moi je fais ça dans mon coin, et tu limites l'alpha, parce qu'en fait les cartes que tu as en main, tu n'as pas le droit de les communiquer. Oui, donc, ça c'est une vraie limite, oui, bien sûr. Donc oui, il est très très sympa, et nous on est très contents. Du coup, c'est Supernova. Il est sorti celui-ci, non, pas encore. Il va sortir en juillet ou fin juin si le stock arrive. One Piece Nakama, donc c'est ce jeu de cartes mais coopératif qui sort donc chez Ravensburger. Alors, je regarde un petit peu. On a parlé de tout ça. Il nous en reste 3 à vous montrer rapidement. On va garder les 2 pour la fin. Allez. Évidemment. Surtout qu'on ne va pas trop pouvoir vous montrer le matériel. Déjà, il y a Horrified, Dungeons and Dragons. Yes, donc pas mal. C'est un jeu qui existe déjà. On a déjà des boîtes françaises de ce jeu-là. Et cette fois-ci, on a une thématisation qui forcément va plaire aux joueurs de jeux de rôle. Alors Horrified, pour ceux qui connaissent pas, ceux et celles qui connaissent pas, c'est une gamme de jeux de société coopératifs dans lequel on affronte des monstres. La version la plus connue, c'est celle où on affronte des monstres universels. L'année dernière, on a eu la version avec des monstres grecs. Et en fait, tu es sur un plateau, il va falloir que tu te déplaces sur le plateau, que tu utilises tes actions du coup pour récupérer des objets qui permettent de résoudre des petits puzzles, et chaque monstre a un puzzle différent pour pouvoir être battu. Et à côté de ça, il faut que tu gères aussi les légendes dans la version grecque qui pop sur le plateau et qui risquent de se faire bouffer. J'aime bien le côté grec en fait, ça me plaît bien comme thématique, mais ça plaît pas forcément à tout le monde, mais ça dépend des cultures. Et là on change de culture complètement, parce que Donjons et Dragons, forcément c'est un univers qui est fort, c'est une licence aussi pour le coup. Oui, tout à fait. Alors je peux pas parler de tout dans le jeu parce qu'il est encore du coup sous embargo. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que du coup il y aura 4 monstres qui sont mimiques la bête éclipsante, le tyranneuil, j'ai toujours envie de dire le beholder, mais c'est le tyranneuil en français, et le dragon rouge, que ça va du coup se jouer là aussi sur un plateau, mais qui va représenter un donjon bien connu des fans de D&D, et que du coup la mécanique va changer, parce qu'il y a une mécanique à base de D20, et le D20 va énormément intervenir dans le jeu, et comme dans un bon JDR en fait, en fonction de ce que tu fais à ton jet de dés, ça forcément, peut changer toute la partie. Donc voilà, suspense sur ce jeu-là, on l'attend avec impatience. Ça sera l'occasion d'en reparler normalement. Octobre 2025, donc c'est pour la fin d'année pour Essen. On le verra sur le stand. Les Glorieuses. Les Glorieuses Guildes de Buttonville. De Buttonville. Simple Games of Glorious Combinations. Oui, alors je sais plus ce qu'on a mis comme baseline en français, mais ça sera pas ça. J'ai eu l'occasion de faire un début de partie sur ce jeu-ci, alors très original par son matériel. Là, on est sur un truc complètement truc. Il a beaucoup plu à Cannes sur une mécanique. Oui, sur la partie pro. Sur la partie pro, on l'a présenté. Oui, parce que c'est surprenant. Alors après, j'ai envie d'en finir une partie, ce qui n'a pas été mon cas jusqu'à présent, donc je ne peux pas encore en parler sur la longueur, mais la proposition de jeu, en tout cas la mécanique qui
qui est mise en place à l'intérieur, elle est inhabituelle. Oui, ça sera pas cette couve-là, la couve, ça c'est un work in progress. Ah ouais. Hop, et... Ça part dans tous les sens, mais je trouve ça rigolo. Ouais, oui, Regardez là, rien que ça, l'intérieur de la boîte. Est-ce que ça vous évoque pas des célèbres jeux de Vaccarino, par exemple, je dis ça au hasard, avec toutes ces cartes qui sont rangées, bien rangées, pour le plaisir du rangement. Moi, ça me parle tout de suite. Et tu as carrément avec la petite réglette pour ranger ces cartes. Et dessous, du coup, tu as, hop, les petites têtes de jeu pour les points de victoire et le petit trieur pour savoir combien de cartes tu dois mettre de côté en début de partie. Voilà, ça évoque évidemment Dominion qui avait ce système de rangement. Ouais, tout à fait. L'idée du jeu, c'est que tu vas avoir plein de personnages différents qui vont être répartis en plein de guildes différents. À chaque partie, tu vas pas faire la même sélection de personnages. Et oui. Tu vas prendre un personnage de chaque guilde de couleur. Et après, tu vas prendre X citoyens en fonction du nombre de joueurs que tu es. Et chaque guilde va faire quelque chose de différent. Tu as des guildes qui vont te permettre de tirer des cartes. Par exemple, les bleus, tu vois, qui te dit piocher X cartes. Et en fait, piocher X cartes, le X, c'est en fonction du nombre de cartes que tu joues. Donc, à ton tour de jeu, tu auras une rivière de cartes au centre. Donc, de 5 cartes. Tu peux en prendre jusqu'à 2. Et après, tu peux jouer X cartes de ta main. Tu as intérêt d'en jouer un maximum, parce que là, tu le vois très bien. Poc. Si j'ai 4 cartes à la fin de la partie, ça me fera 7 points, alors que si j'arrive à en avoir 6, ça me fait 13, par exemple. Et en plus, en général, plus t'en joues, plus le pouvoir de la carte est important. C'est pas le cas de toutes les cartes. Le problème étant que c'est pas un jeu de collection classique. Si maintenant je veux jouer des bardes, 3 bardes de plus pendant la partie, je peux pas les additionner. Je dois choisir un set ou l'autre. Mais il y a des cartes qui permettent de faire ça, qui ont des pouvoirs qui te disent tu peux rajouter des cartes à des choses qui sont déjà existantes. Tu vas avoir aussi un système au niveau des boutons, c'est pour ça que ça s'appelle Buttonville. J'aime bien les dessins, moi ça me plaît. Hein. Ouais, c'est ce style de qui illustre je pourrais plus te dire. Parce que du coup, c'est un développement français. C'est Sébastien qui développe ça chez nous. Mais je suis pas. J'ai pas du tout intervenu d'un côté design de ce côté-là. C'est pas la règle, je regarde si le nom de l'auteur. Oui, il est tout au dos. Hop là. Donc, du coup, par exemple, ce personnage-là, il te permet de gagner 2 boutons. Ouais. Ou de payer 3 boutons pour rejouer un tour complet. Et en fait, tu vas avoir toute une dynamique sur ta gestion de main sur les cartes, sur les boutons, etc. et qui va être vraiment différente en fonction de ce que tu as mis comme personnage dedans. Donc là, par exemple, ici, tu vas prendre 2 cartes du forum, qui est la rivière, et les ajouter à ta main. Des choses qui sont très simples. Des fois, tu as des trucs qui sont aussi des conditions de fin de partie qui vont se rajouter. Donc à la fin de partie, j'ai dit, tu gagnes des points en fonction de tes collections, mais tu vas gagner aussi des points en fonction de certains personnages qui vont te gagner et qui vont te donner des conditions de victoire supplémentaires. Donc par exemple, ici, si tu as au moins un set de 1, un set de 2, un set de 3, tu vas gagner 5 points supplémentaires. Est-ce qu'on aura le temps d'y jouer ? Parce que moi, ça, j'ai envie de refaire une partie là vraiment complète, d'avoir le temps de finir la partie. Parce que là, dans cette journée, ça va coller. Après, c'est des parties qui sont très rapides. En général, tu joues aux alentours d'une vingtaine de minutes. Ah bah écoute, on essaie de trouver un petit moment entre la sieste. On a pris une sieste aussi. Mais tu as vraiment beaucoup de pouvoirs différents, beaucoup de choses différentes. Tu as des pouvoirs qui sont très agressifs, comme celui-ci, du coup, Corbac, la cambrioleuse, qui te permet de voler des boutons aux autres en fonction du nombre de cartes que tu joues. Et les dynamiques d'une partie à l'autre vont complètement changer, parce que forcément, les configurations des cartes vont pas du tout être la même. C'est ce qu'on veut sur ce genre de jeu. Quand on voit le rangement, on se dit qu'on veut changer de dynamique à chaque partie en fonction des sets de cartes que l'on va sortir. C'est la proposition, en tout cas c'est la promesse que nous fait les glorieuses guildes de Buttonville. Moi celui-ci, je l'attends avec beaucoup d'impatience. J'attends déjà ma partie d'aujourd'hui avec beaucoup d'impatience pour pouvoir vous le conseiller, parce que nous on est évidemment les premiers clients de nos propres vidéos, c'est-à-dire qu'on découvre les jeux en direct, on se crée des envies et on se crée des sujets qu'on va développer pendant tout le long de l'année. On va partager ces jeux avec vous. Peut-être que c'est un des jeux qu'on va conseiller sur notre site. On a cette section, tu sais, maintenant sur le site Un Monde de Jeux, il y a une nouvelle section. Le site est nouveau encore, il n'a pas un an. Sur laquelle on va pouvoir retrouver les jeux qui sont conseillés par toute l'équipe. Tu sais, quand tu te connectes, hop, je vous montre très rapidement. Pour vous connaissez ceux qui regardez. Là, il y a toujours toute l'actu des Sabliers d'Or, mais tu passes sur les meilleurs jeux du moment en fonction des personnes. Et là, il faut qu'on actualise avec les Sabliers d'Or, parce qu'on a nos goûts personnels, évidemment, qui ne sont pas forcément les goûts du public. On va pouvoir rajouter, par exemple, si tu regardes les jeux que j'ai bien aimés, on va pouvoir rajouter les jeux qu'on a préférés sur les 6 derniers mois. Si ça se trouve, je vais adorer Buttonville, et je vais le rajouter en conseil au préalable pour les gens qui regardent et qui attendront ce jeu avec impatience qui sortira pour la fin de l'année.
qui sortira, je devrais y arriver pour fin août normalement. Fin août. Ouais, fin août. Donc, Ah non, je dis une bêtise, C'est c'est Essonne, donc ça sera octobre. Début octobre pour la France. Je confonds avec un début octobre pour la France, fin octobre Essonne. Le festival cette année, c'est à la fin du mois d'octobre. C'est bon, t'as réservé pour Ravensburger, vous avez réservé toute l'Atlantique. On n'est pas à l'Atlantique, on est à côté. Tu sais, l'hôtel qui est juste en face, le petit hôtel. Mais un peu plus modeste pour le coup. Ah bah, modeste, mais il faut l'avoir. Hein. Faut réussir à avoir les réservations. J'imagine que ça se fait d'une année sur l'autre. Nous, ça se fait une année sur l'autre. C'est historique. Et on réserve une grosse partie des chambres. On est en centre-ville, nous, maintenant. J'ai même plus mon Brenner habituel. J'arrive plus à réserver. C'est fou, hein. C'est pas simple. D'une année sur l'autre, c'est pas simple. Souvent, ils nous disent attendez le début d'année. Et quand je demande en début d'année, on nous dit c'est complet. Parce qu'ils doivent réserver pour les professionnels, j'imagine, en priorité. Compliqué d'avoir ces places. Un vrai sujet. Mais le sujet dont on va vous parler maintenant, c'est plutôt... La boîte est toute vide, on va pas vous montrer le matériel. Des druides d'Edora, mais celui-ci, il est attendu avec impatience par beaucoup de monde. C'est le numéro 7 de la nouvelle gamme Aléa. Je sais pas où on en était de la précédente. Une fameuse gamme qui a accueilli des chefs-d'œuvre comme Puerto Rico, comme les châteaux de Bourgogne qui étaient présents dans cette gamme-là. Carpe Diem, Broom Service. Ouais. Oui, Broom Service. Ah, Broom Service. Est-ce que je l'ai toujours là dans le coin ? Tiens, je regarde. J'ai mal à l'épaule. Là, ce que je fais, c'est dur. C'est très dur. Hop. Attraper un jeu de main. Je regarde s'il y avait un numéro sur la boîte de... sur l'autre côté, normalement, je n'ai. Ah non, 17. 17, ouais. 17, Andreas Pélican et Alexander Pfister, et c'était la même taille, c'est ça que je voulais vérifier. Oui, voilà, donc vous avez repris à zéro en fait. Cette gamme dans laquelle il y avait une vingtaine de jeux. Je sais pas si ils arriveront à faire ça dans cette boîte-là, parce que là c'est déjà une boîte qu'on avait prototypée assez tôt. Normalement c'est censé être cette boîte-là, mais il y a tellement de matériel dans Druid Eldora, ça va être un jeu qui va coûter une 60aine d'euros. Ça déborde de matériel. Alors très clairement, t'as un plateau qui est géant au milieu, qui va représenter une forêt. Ouais. Et ça va être très très... Enfin, le combo Aléa-Feld, le fameux, tu es complètement là-dedans. Parce que ça va être des tours qui vont être très rapides, avec énormément de choses qui vont se passer en une action, voire deux. Oui, c'est ça que tu m'as bien teasé, parce que moi, Feld, des fois, je me méfie un petit peu. Il y a certains jeux de Feld que j'aime moins quand il part dans une usine à gaz en termes mécaniques, où il faut 12 explications parce qu'il y a 36 façons de faire différentes. Je me dis, attends, Feld, j'adore tes jeux plus simples. Je lui dis, Stéphane, écoute, franchement, essaie de te limiter un peu. Et là, tu m'as vendu une explication de règles assez simple, mais beaucoup de richesse. C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, tu vas avoir un plateau central avec des petits bosquets, comme ça, les bosquets des druides. Et il va falloir que tu ailles de bosquet en bosquet pour pouvoir faire des actions et pour pouvoir lier des temples, etc. Donc là, par exemple, si je veux me déplacer de tel endroit à tel endroit, c'est un truc qui va me coûter 2 en termes d'or, parce que j'ai changé de bosquet, parce que j'ai passé un pont ou un truc comme ça, par exemple. J'arrive à un endroit, et les dés que j'ai, qui ne changent pas de valeur pendant la partie, je vais tous les poser en fait, et je vais tous les poser une seule fois. La valeur du dé, si elle est faible, c'est cool, parce que en fait, elle me coûtera pas cher à poser. Par exemple, un dé de 1 me coûte une pièce à poser. Par contre, elle va pas faire grand chose. Et les dés qui ont une grosse valeur, type 5 ou 6, du coup, ça va me coûter très cher à poser, parce que ça va coûter 5 ou 6, mais par contre, ça va me permettre d'avoir accès à des actions qui vont être amplifiées. Des actions qui vont être du type récupérer des pièces, qui vont être du type je vais récupérer des monuments à poser, plein de choses à faire. Et du coup, tout le sel du jeu, ça va être de se dire sur quoi je vais, parce que comme dans un jeu feldien classique, tu vas avoir beaucoup de manières de marquer des points. Soit sur le plateau en reliant on va dire des temples d'un côté à l'autre, soit en étant présent à certains endroits où tu vas avoir des monuments, et quand tu es présent à un endroit où des monuments, tu vas avoir un multiplicateur en fonction du nombre du monument et d'un multiplicateur en une autre frise sur laquelle tu as monté, soit en gagnant des objectifs en cours de partie, parce que tu peux avoir des objectifs et des achievements en cours de partie, et tout ça tu peux aussi encore l'amplifier, parce que tes actions, à la manière un petit peu des technologies jaunes dans Burgundy, tu vas pouvoir gagner des pouvoirs supplémentaires qui vont te dire quand tu arrives à tel endroit ça te coûte moins cher, ou tu peux faire une action en plus, ou t'as pas besoin de faire tel et tel choix. Donc voilà, c'est très difficile à vous expliquer sans avoir parce le que matos. là on aimerait bien voir le matos et tout ça, mais là je regarde même sur BGG s'il n'y a pas des images, mais
Peut-être c'est trop tôt, il n'y a pas d'image. Alors là, nulle part. Là, à l'heure actuelle, il n'y a même pas de version physique dans le dernier matos. C'est-à-dire que moi, la version sur laquelle je jouais, c'est encore la version... Avec du blanc, des feuilles blanches, voilà, des cartes blanches. Voilà, et du coup, je suis censé recevoir un prototype normalement dans pas trop longtemps, et peut-être de la chance, genre on arrivera à le faire tourner déjà sur PEL, sur le flip et tout, etc. Mais à l'heure actuelle, on n'a rien vraiment de présentable à montrer. J'aurais pu vous montrer des fichiers, j'aurais pu vous montrer des éléments, mais ça n'aurait pas été plus parlant. Et il va falloir attendre. Par contre, la promesse du jeu, évidemment, nous intéresse, parce que là, sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui adorent Stefan Feld, j'en fais partie, évidemment, donc on est très curieux de découvrir le jeu, d'y jouer, de se faire un avis dessus. On aura l'occasion de vous en reparler, mais ça, c'est rien que le fait de montrer la boîte, rien que le fait d'évoquer un peu les mécaniques à l'intérieur, ça éveille l'intérêt de tous ceux qui nous suivent, ça éveille mon intérêt. Ça s'appelle Les Druides d'Edora et ça sortira donc pour Essen. C'est un des jeux qui est très attendu. Vous avez un sacré programme en fait pour la fin d'année. Là, il y a beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses qui nous font très envie. On aura l'occasion de reparler de chacun de ces jeux-là et de vous les présenter plus en détail. Parce que l'envie, c'est déjà le début du plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. On va terminer cette émission en faisant un petit jeu des Pluto, comme c'est la première fois que tu viens au chalet. C'est un de nos classiques des jeux de matinale, des quiz de matinale. On va te demander tout simplement tes préférences sur quelques thèmes, à répondre du tac au tac. On va pas forcément... Oh là là. Alors attends 2 secondes, parce que j'ai des boîtes de jeux devant. Je ne vois pas l'écran. Le jeu des Pluto. Première question. Bonjour, jeu Mickey. Est-ce que t'es plutôt Cannes? Essen ou Cannes? Ah, t'es plutôt Cannes, toi, ouais, qui travaille pour une boîte allemande. J'adore Essen. Alors très clairement, Essen, comment dire, c'est le premier salon que j'ai fait parce que moi à la base je suis alsacien et du coup quand j'habitais à Strasbourg, forcément, c'est pas très loin. Non, ça c'est fait pas 2 heures de route, un peu plus. Non, c'est 4h30 depuis Strasbourg. 4h30, un peu plus. Voilà. Et sur le papier, parce que Essen, je crois que c'est la route que je fais à l'année où il y a le plus de travaux. C'est incroyable le nombre de travaux et le retard que tu mets dessus. Et du coup, Essen, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à titre personnel, mais je prends beaucoup moins de plaisir à y aller que Cannes en tant que professionnel, parce que Cannes c'est un petit peu la famille, c'est un peu la maison. Et puis Essen c'est de la vente beaucoup, Cannes il y a un peu plus de partage aussi. Ouais, c'est ça, en fait Cannes c'est plus complète. Déjà t'as tout le monde, donc tu passes ton temps, les 40 premières heures à faire des bises, à voir des gens, ça te fait plaisir de voir des gens et tout, etc. Donc t'as un côté social qui est très fort. Si t'as pas chopé un virus, on sait un proverbe, si t'as pas chopé un virus à Cannes au bout du 2e jour, c'est que t'as pas vraiment fait Cannes. C'est exactement ça. Et Essen c'est super agréable, j'aime beaucoup Essen, mais je ne le vis pas de la même manière. Et moi, ce qui me plaît dans le jeu de société, c'est avant tout société, c'est les gens, et je vois plus de monde à Cannes, et du coup, Cannes. Ouais, moi je suis assez... En fait, je trouve que c'est 2 événements qui n'ont rien à voir du tout. Essen, on est plongé dans le jeu, Cannes, on est plongé dans les gens surtout, donc c'est un peu différent. Et c'est exactement ça, Essen, c'était plongé dans le jeu, et t'es aussi plongé dans... T'as envie de chiner le truc, tu sais. De chiner, monsieur. Oui, pardon. De chiner, tu sais, le jeu un peu bizarroïde, d'aller dans les halls pour découvrir le petit goodies. Oh là là, on a beaucoup fait ça. Ah, ça c'est génial. Plutôt dé ou plutôt carte? Là, on a eu pas mal de jeux de dés là, dans ce que tu nous as présenté. C'est vrai que là, il y a une tradition du jeu de dé, de gestion ou même du roll and write. Oui, et puis on a Las Vegas, on Las a Vegas, plein de jeux. Tellement bien. Strike. Ils vont toujours bien, Las Vegas. Ah oui, c'est un carton. Le jeu où vous avez envie de faire une vidéo Las Vegas, moi je suis à fond. J'adore ce jeu, je trouve qu'il faut le défendre. C'est un jeu qui est... qui avait été... qui est un classique. Il y a des classiques qu'on a envie de remettre en avant des fois, tout simplement parce qu'il y a des jeux qu'on oublie, on en parle au moment de la sortie puis on les oublie, puis il y a des jeux, ils sont toujours là et il faut absolument les défendre. Las Vegas qui a souvent souffert d'une boîte qui n'était pas extraordinaire, je sais pas où on en est de la boîte là. On a toujours sur la version de 2018 qui est dans son jus et en fait qui marche très bien. Donc je pense que c'est un peu l'air Skyjo, tu sais, avec des designs classiques qui rassurent. Donc je serais pas... Moi je donne mon avis perso parce que j'hésite pas, mais par contre évidemment je vous fais confiance sur les choix pour le commerce. Oui. Alors dés ou cartes? C'est très très dur. J'ai envie de dire carte de base, mais dés pour pouvoir jouer avec mon père parce que mon père ne joue qu'à des jeux de dés. Ah bah ouais, ça y jouait. C'est important. Travailler seul ou à plusieurs? Est-ce que tu vois, tu es dans la team, j'aime bien développer mes trucs dans mon coin. Moi, j'ai une nature travailler seul, il faut que je me violente pour travailler à plusieurs. Et en fait, il y a tellement de plaisir à bosser à plusieurs. Je n'ai jamais travaillé seul. Je ne peux pas te dire à quoi ça ressemble. Non, vraiment, le jeu de société, ça se développe à plusieurs. Ça se développe, friction avec le public, avec d'autres professionnels. Ça se développe quand on te relève les problèmes, les failles, les faiblesses de ton jeu. Et ça, ce n'est pas un travail
travail que tu peux faire seul. Alors, seul, c'est bien pour certaines parties. Bien sûr, il y a des moments où tu t'isoles et tu as besoin d'être seul pour pouvoir être avec toi-même, travailler efficacement sur quelque chose où tu as besoin d'une introspection. Mais le jeu de société, ça se fait à plusieurs, ça se partage à plusieurs. Et on nous pose la question de Crazy Worlds, qui est l'autre jeu que j'adore. J'adorerais la faire une réédition de Crazy Worlds. Il n'y a plus de Crazy Worlds. Il n'y a plus de Crazy Worlds. Non, c'est pas possible. Il faut Crazy Worlds, c'est un indispensable. Mais ça fait peut-être partie des choses que je pourrais ramener. C'est bien. Alors, si vous lancez un Crazy World, nous, on est à fond dessus. Hein. Vraiment, on veut bien vous aider à en vendre des millions, parce que vraiment, c'est un jeu. C'était génial. Ça fait partie de mes très grands classiques. Et Crazy Worlds, j'avais changé, je crois, 90% des thèmes à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment le genre de jeu... Alors, parenthèse culturelle et édition. Donc pour ceux qui connaissent pas Crazy Worlds, c'est un jeu dans lequel on vous impose des lettres et on va vous donner un thème et il faut que vous composez quelque chose en rapport avec ce thème, un titre. Donc on va vous dire bon bah voilà un plat, je dis n'importe quoi, finlandais, et à côté de ça vous allez avoir un volcan islandais, et on va vous dire je dis n'importe quoi, une marque de couche pour adultes. Et en fait le truc, c'est que vous arrivez face à ça et vous dites j'y arriverai jamais. Vous sortez un truc, et façon Ikea, vous allez sortir un titre qui va toujours fonctionner. En fait, on invente des mots. Avec des lettres qu'on a tirées au sort, on invente des mots pour coller à ce thème-là, et les autres joueurs doivent retrouver quel mot correspond à quel thème. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça crée des fous rires, et des mots qui restent parfois. Oui, c'est ça, il y a des expressions qui vont rester, et on va avoir à la fois le côté « Ah mon Dieu, je suis arrivé à faire un truc qui est quand même incroyable », et le débat des gens qui n'ont pas vécu les mots du tout de la même manière. Et donc Crazy World, c'était un très bon jeu, mais effectivement, l'édition était pas ouf, hein, c'était une couve allemande. C'est une petite édition, c'était un petit jeu avec les fameuses cartes, les toutes petites tuiles Ravensburger, telles qu'on les connaît. C'est une petite édition, mais c'est vrai qu'on rêve d'une édition un peu... Alors, je sais pas si... Alors là, par le coup, vous voyez, on n'est pas des commerciaux, nous... aussi bien moi que ceux qui suivent ce chat, peut-être qu'il y en a, mais on a tendance à avoir envie d'avoir du luxe systématiquement, mais il y a aussi une contrainte commerciale, il faut pouvoir le vendre, le jeu, et là on est sur un jeu d'ambiance, donc peut-être qu'une édition un peu trop chiadée, un peu trop chic, ne fonctionnerait pas dans le commerce. Je pense que si jamais on le referait, dans le format Oh My Pigeon ou quelque chose comme ça. Mais c'est surtout, il faudrait une couve. T'as du pouvoir là-dessus, oui, j'ai complètement du pouvoir. Écoute, non, c'est une bonne idée. Je pense que pouvoir, un petit pouvoir je suis un whisperer. Tu sais, je murmure des idées. Ah oui, non, mais Crazy Worlds, nous on serait à fond. Et je suis très proche de la personne qui se charge des jeux d'ambiance, donc du coup, je vais lui poser la question. C'est votre meilleur jeu, il faut le faire avec Las Vegas. Dans cette catégorie. Switch ou BGA? On sait que tu joues sur BGA. Est-ce que tu vas acheter la Switch 2 qui va sortir? Je n'achèterai pas la Switch 2 parce que je me décale toujours d'une génération. Donc, avis impopulaire, je ne vais jamais acheter quelque chose Day One. Moi aussi, j'achète toujours Day One parce que, je l'ai dit, c'est l'attente qui génère beaucoup de plaisir chez moi. Et en fait, j'y joue pas tellement. C'est-à-dire que j'achète des consoles et en fait, j'ai acheté la PlayStation 5 Day One et j'ai encore pas trop joué. Mais il y avait ce plaisir de... on bosse beaucoup, on a le droit de s'offrir un truc et ce surcoût ne me dérange pas en fait. Alors moi ça fait partie de mon plaisir. C'est plus de l'Orcana en ce moment sur lequel je craque donc. Ah oui. Mais non alors du coup BGA j'y joue toutes les semaines, j'y joue avec des copains, d'ailleurs j'embrasse tous ceux qui se reconnaîtront, et la Switch je vais plus y jouer par à coup, où là par exemple je suis sur Echoes of the Wisdom et je vais y jouer un gros coup pendant quelques semaines et après je vais plus du tout y jouer, alors que BGA ça reste toutes les semaines. Et encore une fois, mon amour de BGA depuis longtemps. Plutôt party game ou jeu stratégie? C'est dur. Tout est dur à la vie, est dur. Je suis un joueur de tout. Tu me proposes n'importe quelle petite party game à la con, je vais y jouer. Et tu me proposes sur un gros jeu stratégie, je vais y jouer aussi. C'est une réponse. C'est déjà une réponse en soi. Alors, je vais dire party game, parce que party game, c'est le truc où je vais y jouer le plus souvent. C'est le truc sur lequel je vais ramener. Moi, je suis vraiment le type de pote qui avait toujours un sac dans la voiture avec plein de party game, de trucs comme ça. Mais jeux de stratégie quand tu veux, tout le temps. Oui. Demain j'ai Edora, je te dis on se fait une nuit blanche et on joue à ça, donc non. Instagram ou TikTok, Instagram. C'est bon, ça c'est un peu la même plateforme, c'est juste le contenu qui est différent. Oui, et puis très clairement le contenu TikTok je le vois sur les YouTube Shorts, donc ça va, j'ai pas trop de... Et ben je suis montagne désolé, ou bord de mer? Bord de mer pour le coup. Je suis un poisson. Scandale. J'adore la montagne, mais non, je peux pas j'ai vivre sans laissé la mer. plein de vieux thèmes. Contrat ou poignée de main?
Ça dépend pourquoi. Chez Ravensburger, c'est contrat, j'imagine. Bah, les choses sont carrées. Clairement, professionnellement, c'est contrat, parce que ça protège tout le monde et ça empêche pas la poignée de main. Et contrat, c'est pas un gros mot. Moi, je suis très poignée de main, hein. J'avoue que contrat, pas du tout. Oui, mais en fait, ça dépend pourquoi. Et souvent, là, t'as poignée de main en attendant le contrat. Mais je préfère faire les choses proprement et que tout le monde soit protégé pour avoir un contrat. Et puis, voilà. Dernière question, t'es plutôt ou plutôt dingo? Là, c'est dur, dingo. Revanche sur Season, oui, d'accord, donc il va falloir que je m'entraîne. Non, je suis pas entraîné non plus. Dingo avec des cacahuètes dans les chaussures. Ah bon? T'as pas la ref? Non, Super Dingo? Je l'ai pas. Super Dingo, c'était une petite BD de Dingo où tu sais, il se transformait en super-héros avec une redingote et il faisait plein de bêtises à la Dingo. Ouais, ça me dit quelque chose. Ben voilà, on va terminer sur ce plutôt Dingo. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, de nous avoir présenté tous ces jeux. Il y en avait des tonnes. On a fait une des matinales les plus longues de l'histoire des matinales, mais forcément, on n'avait pas envie de couper. On avait envie de vous teaser sur tous ces jeux qui arriveront prochainement. On va s'attarder davantage sur 3 d'entre eux. 3 d'entre eux, parce qu'on va tourner là. Cookie Party, vous allez les découvrir sur la chaîne. Cookie Party, le premier. On va enchaîner avec Bonsaï. Et cet après-midi, on tournera une petite partie de Boursi Cocotte. En mettant l'ambiance, vous découvrirez tout ça sur notre chaîne, un monde de jeux, sur les vidéos qui sont montées sur YouTube. Vous aurez l'occasion de vous plonger avec nous dans les parties et peut-être vous créer quelques-unes des envies qu'on vous a initiées ce matin, parce que n'hésitez pas, pour ceux qui regardent cette vidéo en replay notamment, à nous indiquer dans les commentaires tous les jeux que vous comptez rajouter à votre ludothèque. Il y en a pas mal, et l'embarras du choix. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, merci à tout le monde. Je compte aussi sur vous sur le chat pour nous sortir vos vieilleries façon Martin avec un triangle bleu dessus, ça m'intéresserait. Je trouve ça toujours très rigolo. Et il faudrait faire une émission spéciale. Il y a plein de choses. Prochain coup que tu viens, on fait une émission spéciale vieillerie, parce que, alors on verra, hein, si tu reviens... Si un jour tu arrives à venir à Ravensbourg, je t'emmènerai aux archives, qui sont très impressionnantes, parce que tu as même des jeux qui datent des années 1900. Et auquel on s'attend pas forcément. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense que tu peux te faire 2 journées complètes sur Ravensbourg. Il y a des tonnes de thématiques, parce que là, quand tu viens une fois dans l'année, forcément on regarde les nouveautés de l'année, mais si on a l'occasion de se revoir à d'autres moments, c'est vrai qu'on avait parlé des jeux Brio, des jeux... Ouais. On a envie de les montrer aussi. Peut-être qu'on pourrait revenir sur des jeux plus anciens dans la matinale. C'est un format, encore une fois, qui n'est pas payant, la matinale, hein. Forcément, les vidéos que tu fais en studio, elles sont payantes, mais la matinale, c'est un format gratuit, et de ce fait, on peut s'amuser à faire des choses qui ne rentrent pas forcément dans les plannings de communication des éditeurs, mais qui nous intéressent énormément aussi, parce que c'est du jeu, c'est du loisir, et puis c'est de la culture aussi, le jeu de société. On va terminer là-dessus. Merci Jean-Baptiste, à très bientôt pour une nouvelle matinale. Demain, ce sont les actus ludiques avec Pénélope. Je n'ai pas encore poussé dessus, là. J'ai eu du boulot ce soir, avant de dormir. Bonne journée à tous, et à demain. Bye bye.